Hey, salut tout le monde, ici le Dr Zaius. Vous vous apprêtez à écouter l'épisode 19 de la Ape List qui, comme son nom l'indique, est consacré à des chansons qui ont été enregistrées par le désormais regretté Steve Albini. Si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, cela fait maintenant pile 1 an qu'il n'est plus de ce monde. Sachez cependant que cet épisode avait été enregistré fin mai 2024, dans les jours qui avaient suivi sa disparition. L'épisode était resté dans mes cartons et on s'est dit avec mes deux invités, Babar et Bibou, qu'il était temps de le sortir. Cet épisode a une particularité cependant, c'est qu'il existe 2 montages différents. Un pour le flux RSS et un pour YouTube. Vous risquez donc de ne pas entendre tout à fait la même chose selon la façon dont vous l'écoutez. Salut les Spartiates, salut les primates et salut à ceux entre les deux. Fun, passion, singerie, vous êtes bien sur le flux RSS de Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié à l'univers de la planète des singes, au cinéma bis et aux musiques assourdissantes. Je suis le Dr Zaius et en cette fin du mois de mai 2024, même s'il y a des chances que vous nous écoutiez en juin, je vous propose un nouveau numéro de la Ape List qui fait son grand retour. Aujourd'hui, je suis accompagné de 2 invités. Ils sont grands, ils sont beaux, ils sentent bon le beurre salé et il me tarde de vous les présenter. Le premier, vous le connaissez déjà si vous étiez auditrice et auditeur de B-Side Games et B-Side Zik ou si vous êtes des fidèles de Radio Campus Rouen puisqu'il s'agit de Babar. Comment ça va, mec ? Salut, ça va très bien. C'est marrant d'entendre Radio Campus. C'est vrai que j'en parle jamais, mais ça me fait plaisir en tout cas que t'en parles. Mais oui, très content d'être là, tout simplement. Ça fait toujours plaisir. Cool, je suis hyper content de t'avoir pour la première fois sur le flux RSS de Cornelius Enzira, même si, alors ça les auditrices et les auditeurs ne le savent pas nécessairement, en vrai on se connaît. Donc, le fameux moment où on se regarde, ah oui, tu connais ce groupe, et on parle pendant 4 heures, et c'est très bien à chaque fois. Donc très content de pouvoir enregistrer avec toi une première fois, ouais. Et mon deuxième invité, je me demande si c'est pas la première fois qu'il est aussi sur le flux RSS de Cornelius Enzira, même si là, pour le coup, on a souvent enregistré ensemble. Et vous le connaissez forcément si vous appréciez les quiz ciné, le psychobilly, l'humour absurde et les nappes à motifs à carreaux rouge et blanc, puisqu'il s'agit de Bibou, de chez Bibou et Bibounette. Comment ça va, Bibou ? Salut, merci pour l'invitation. Ça fait un petit bout de temps que j'attends que ça arrive, hein. Et puis depuis le temps que Bibounette et toi vous m'invitez chez vous, et voilà, je vous ai jamais rendu l'appareil jusque là. Mais en vrai, on en avait parlé il y a 2-3 ans de faire ça, mais ça s'est jamais fait, voilà. Mais c'est cool, merci. Ça va toi ? Bah ouais, hyper content. Même si alors là, on rigole et tout, c'est la fête, on se tape dans le dos. Mais bon, la raison pour laquelle on se retrouve ce soir, en fait, c'est une raison qui est pas très marrante, parce que on a eu envie de rendre hommage à Steve Albini, donc qui est décédé le 7 mai. Et on l'a appris le 8, mais donc c'est vrai que rapidement après son décès, on a un peu discuté tous ensemble et on avait envie, pas nécessairement de faire un épisode hommage dans le sens où on allait revenir sur les points et les plus importants de la biographie de Steve Albini, mais on avait envie tout simplement de passer des morceaux qu'il a enregistrés. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est ça le sommaire en fait de l'épisode. On va chacun présenter 3 morceaux qui ont été enregistrés par Steve Albini, des morceaux qu'on aime bien, et on va vous dire 2-3 trucs là-dessus, et voilà, ça, c'est juste un prétexte pour vous donner envie, soit de réécouter des morceaux enregistrés par Steve Albini, ou de découvrir, parce que peut-être que parmi nos auditrices et nos auditeurs, il y en a, ça leur parle peut-être pas des masses, Steve Albini, mais sachez néanmoins qu'il y a de fortes chances que vous connaissiez, allez, peut-être ce morceau-là. Rape me, my friend. Ou bien ce morceau-là. Donc vous avez reconnu des morceaux de Nirvana et des Pixies, et bien oui, ces morceaux qui sont vraiment très connus, je pense, d'à peu près tout le monde. Ces morceaux, ils ont été enregistrés par Steve Albini. Voilà. Alors c'est pas ceux-là dont on va parler, même si on aurait pu, mais c'est pas de ceux-là dont on va parler.
Est-ce qu'on commencerait pas? Est-ce qu'on rentrerait pas dans le vif du sujet? Et est-ce que d'ailleurs celui qui doit commencer, est-ce que c'est pas moi? Bah oui. On t'en prie, vas-y. Merci. Donc le premier morceau dont on va vous parler à tout seigneur, tout honneur, c'est un morceau de Shellac, donc le groupe de Steve Albini en fait, donc Steve Albini qui était à la guitare et au chant dans Shellac. À la basse, c'était bien sûr, j'ai plus le nom sous les yeux, mais c'était son assistant. Et bref, donc oui, c'était Power Trio, guitare, basse, batterie, qui est pour moi guitare, basse, batterie, pour moi c'est la formule parfaite. Donc Bob Weston à la basse et Todd Trainer à la batterie, il fallait quand même les citer. Donc que dire sur ce morceau? Est-ce qu'on l'écouterait pas et on en parle après? Bah oui, carrément. Allez, on fait ça. My friend, rap me again. I'm not the only one. Oh 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 oh, I'm not the only one. Oh 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 oh, I'm not the only one. Oh 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 oh, I'm not the only one. Let me do it and do it again. What's the me? Rap me, my friend. I'm not the only one. Oh 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 oh, I'm not the only one. Oh 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 oh, I'm not the only one. Oh 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 oh, I'm not the only one. My favorite inside source, I'll kiss your open soul. Appreciate your concert. You gonna stick on burn. Non. Yeah. Donc ce morceau Prayer to God, c'est le morceau qui ouvre le troisième album de Shellac qui était sorti en 2000 et album qui s'appelle 1000 Hertz. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous l'aimez bien ce morceau? Peut-être Bibou, Babar, Bibou. Est-ce que ça te parle ça? Alors en fait, j'ai connu Albini par rapport à Shellac. Il y a une époque quand j'ai commencé à m'intéresser au rock indé et un peu punk, j'ai découvert le post-rock et en allant farfouiller un petit peu et en allant chercher un petit peu tout ce qui existait un petit peu autour de ça, j'ai découvert le mat rock et évidemment Shellac c'est un des premiers groupes sur lesquels je suis tombé et je suis tombé évidemment super amoureux de ce groupe. Alors c'était un peu sombre, je sais pas comment. Ouais, bah c'est d'ailleurs les paroles de Prayer to God. Bon, on va pas s'amuser à les traduire là, elles sont pas très dur à comprendre. Enfin, si c'est pas non plus un anglais extrêmement recherché, c'est pas très compliqué à comprendre. C'est des paroles qui mettent vraiment mal à l'aise. Et je pense que c'est le but. Hein. Ah ouais, toi tu parles des paroles, mais il y a aussi la musique, l'ambiance, enfin il y a tout. C'est Shellac, c'est sec comme un coup de trick. Hein. C'est ça. Carrément. Ouais. Ouais, je sais pas. Toi, Babar, ça te parle Shellac? Alors je connaissais très mal. Alors Steve Albini, je connais surtout les albums qu'il a. Enfin, les albums, pas tous, bien évidemment, qu'il a produits, mais bon, voilà. Il y en a vraiment beaucoup. Juste pour le dire, je sais même plus c'est quoi le chiffre, mais le chiffre est assez invraisemblable. Oh ouais, non, du nombre d'albums qu'il a enregistrés, c'est complètement dingue. C'est pas 3000 ou 3500. Bah, je crois que c'est ça, ouais. Je crois que c'est ça en une carrière qui a à peu près 40 ans, quoi. Mais ça reste hallucinant, c'est qu'il faisait quasiment une centaine d'albums par an, c'est un truc de fou. Oui, c'est ça, c'est fou. Et non, je connaissais le nom, j'avais écouté la plupart des groupes auxquels il a participé. Donc j'étais assez content de réécouter ça parce que ça fait vraiment longtemps. Et ce morceau, il me met toujours autant. Alors oui, le côté malaisant et surtout voilà, la façon dont les paroles sont chantées crier et vraiment tu es assommé par ça. Et le côté noise rock qui, moi, c'est un style que j'écoute de plus en plus parce qu'il y a un côté tellement radical dans la proposition. De toute façon, c'est ce que Steve Albini, je pense, a voulu un peu transmettre aussi, autant dans ses groupes que dans les productions qu'il a fait. Ouais, tout à fait. Ce son. Et c'est vraiment une vraie claque. Alors, je l'ai écouté autant chez moi qu'au boulot. Au boulot, ça donne une petite pêche un peu particulière, c'est sûr. Mais non, excellent groupe, excellent morceau. Là, honnêtement, c'est un très bon choix.
Ouais, et puis bon, voilà, Shellac, j'ai choisi celui-là parce que c'est pas nécessairement le plus représentatif de leur discographie, mais je trouve il a ce côté impactant. Je me disais peut-être que pour des primo-écoutants, peut-être des gens qui connaîtraient pas Shellac, je me suis dit tiens, ça peut faire. Alors c'est peut-être à double tranchant. Il y a peut-être des gens qui vont pas du tout être réceptifs, mais je trouvais ouais que dans toute leur discographie, c'est certainement un des morceaux qui est le plus, alors je vais dire catchy, oui. Entre Si grandes tant est- parenthèses, quoi. Ouais, si tant est que Shellac puisse être catchy, parce qu'il y a pas vraiment une sensibilité pop dans Shellac. Hein. Non. Ça, c'est quelque chose qu'on peut dire. Non. Par contre, ce qu'on peut dire également, c'est que si vous avez aimé ça, vous pouvez taper complètement au hasard dans toute la discographie de Shellac parce que c'est un groupe, ça fait partie de ces rares groupes. Alors, ils ont pas sorti énormément d'albums, mais ça fait partie de ces rares groupes qui ont une discographie mais qui est parfaite. Il y a pas un seul morceau faible, il y a vraiment on peut prendre n'importe quel album complètement au hasard, on tombera que sur des pépites. Donc c'est ouais, voilà, groupe moi que j'ai eu la chance de voir plusieurs fois en concert. En concert c'était vraiment quelque chose. Et pareil, tu vois, il y a des trucs que quand tu écoutes les albums, tu te rends peut-être pas nécessairement compte à quel point la batterie c'est mortel et tout, mais quand tu vois en live, parce que c'est ça aussi, ça c'est la marque de fabrique je pense que c'est le truc que tout le monde dit, là j'enfonce une porte ouverte, c'est le truc que tout le monde dit sur Steve Albini concernant ses enregistrements, c'est qu'à chaque fois il avait des sons de batterie qui étaient énormes, mais quand tu voyais en live, tu voyais que ouais non franchement, enfin moi Todd Swiner c'est un batteur que j'aime vraiment vraiment beaucoup, et voilà ouais Shellac c'était quelque chose à voir en live parce que en plus de ça il avait Steve Albini, donc alors lui il était musicien, hein, guitariste chanteur, alors lui il refusait l'étiquette de producteur. Lui, il se voyait vraiment juste comme un technicien. Mais bon, techniquement, il était quand même un peu, quoi. Oui. Producteur de musique. Il écrivait dans des fanzines. Il était joueur de poker. Il a joué à un niveau pro. Apparemment, il était très bon. J'y connais rien en poker. Donc, mais apparemment, il a gagné certains tournois. C'est des trucs, ça, sur un CV de joueur de poker, ça veut dire quelque chose. Et il avait ce côté un peu, un peu pas géo trouve tout, mais vraiment bricoleur, parce que donc quand on les voyait en live, ce qui était surprenant, c'est que l'ampli guitare et l'ampli basse, c'était des amplis où il n'y avait pas de potard, il y avait juste un truc input pour mettre le jack, donc je pense que c'est des amplis qu'ils avaient bidouillé eux-mêmes, je pense. Et pareil, lui il jouait, alors je sais plus pour Bob Weston le bassiste, maintenant j'ai un doute, mais lui j'en suis sûr et certain, il jouait de guitare, il avait pas de sangle, il avait une espèce de ceinture qui s'était fabriquée, et c'était assez bizarre parce que la première fois que tu le voyais en concert, tu te dis mais attends, elle tient comment sa guitare? Oui. Donc ouais, il s'était fabriqué une espèce de ceinture un peu chelou. Je sais pas, est-ce qu'il avait des problèmes de dos ou des problèmes d'épaule, j'en sais rien. Mais il y avait ce truc quand tu voyais Shellac en concert, c'était complètement à part. Et entre les morceaux, il faisait des Q&A entre les morceaux. Ils invitaient les. Toi, généralement, ils jouaient les morceaux par paquet de 2 ou 3, et donc comme ça, ils invitaient les spectateurs et les spectatrices à poser des questions. Et donc c'était mortel. Ouais, non, c'était trop bien, tu vois. Genre j'ai appris comme ça que quelqu'un a demandé en live, bah c'est quoi à Steve Albini, c'est quoi ton groupe préféré? Et il avait répondu Lightning Bolt. Et voilà, groupe que j'ai aussi, ouais, un peu, enfin ça m'avait surpris. Mais d'un autre côté, tu dis oui en même temps, Lightning Bolt c'est aussi un groupe qui a une approche extrêmement radicale vu que c'est un duo basse batterie et très, bah pareil, un peu dans le délire matrock. Je sais pas si t'as déjà écouté ça, Bibou, Lightning Bolt. Non, pas du tout. Je découvre. Ça pourrait te plaire. Ça pourrait te plaire. D'accord. Voilà. Donc on n'en dit pas plus sur ce morceau. Donc que vous avez de toute façon que vous avez déjà écouté. On va juste peut-être dire quand même qu'il est sorti sur le label mythique Touch and Go. Donc encore une fois, si vous aimez ce que vous avez entendu, je vous ai dit, vous pouvez taper au pif dans ce qu'a sorti Shellac. Le label Touch and Go, vous pouvez y aller. C'est un label à creuser. Il y a vraiment, j'ai presque envie de dire que du bon, et c'est la référence en matière de noise rock, on va dire. Label de Chicago, Illinois, là où, alors Steve Albini ne venait pas de Chicago, mais c'est là où il a fait ses études et c'est là où il avait son studio. Voilà. Bon, j'ai dit qu'on ferait pas un épisode sur la biographie de Steve Albini, donc on va s'arrêter là concernant Shellac. Et d'ailleurs, on va retraverser l'Atlantique. On va aller en Europe, aux Pays-Bas, parce que mon cher Babar, toi, t'as choisi un morceau d'un groupe qui s'appelle Vitamin X. Exactement, et le morceau s'appelle About to Crack, et je propose qu'on l'écoute dès maintenant pour en parler juste après. Where is my mind? Les Pixies. Ukulele. Oh.
With your feet on the air, your head in the ground. Try this trick and spin it, yeah. Your head will collapse and there's nothing in it. And you ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Where out in the waters in Caribbean? And in the world. Je me suis perdu. Ouais. Oui, donc Vitamin X avec About to Crack, donc c'est du punk hardcore assez énervé avec des morceaux qui dépassent rarement les 2 minutes, je crois, sur l'album. De toute façon, l'album il fait moins de 20 minutes, donc il y a 14 morceaux, je crois, quelque chose comme ça, donc c'est assez efficace. C'est un groupe straight edge. Alors, je pense que ceux qui écoutent le podcast connaissent, mais si jamais vous ne connaissez pas le Ouais, mouvement straight edge. ça mérite que tu réexpliques un peu. Alors très rapidement, parce que pareil, si vous avez 4 heures, là, on peut faire une petite rétro. Mais le mouvement straight edge, pour faire très simple, me tapez pas hein, pour les connaisseurs, hein, je vais vraiment être obligé d'aller vite. C'est un mouvement qui a émergé dans les années 80 dans la scène punk hardcore américaine et qui prônait un lifestyle, également autant en musique qu'au niveau voilà, de la vie en général, qui prenait le fait de ne pas prendre de drogue principalement, donc ne pas fumer, ne pas boire, ne pas avoir de sexe sans sentiment, donc de prendre soin de soi, qui était un peu à contre-courant voilà, du mouvement punk et également hardcore, qui était un peu radical à l'époque, qui bon était vraiment drugs à fond, surtout sur la côte ouest où c'était un peu un peu un enfer. Et il y a des groupes voilà qui d'un seul coup se sont dit non, nous on veut juste faire quelque chose de positif. Et donc le straight edge c'est quelque chose qui perdure encore maintenant. Ouais. Et donc Vitamin X en fait partie. Ils se revendiquent comme groupe straight edge. Et du coup c'est bien, c'est que souvent dans les groupes straight edge on a un autre sous-genre qui s'appelle le youth crew qui est très reconnaissable par les chœurs. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ramènent leurs 45 potes pour faire les chœurs sur les albums, sur des morceaux qui sont faits pour être repris en chœur également en live. Vitamin X va prendre plutôt le côté très rapide et également un peu thrash crossover selon les albums et surtout en live. Et moi c'est un groupe que j'ai adoré voir en live plusieurs fois. Qui a une énergie assez folle, qui arrive à te faire des circle pits, même dans des endroits où il y a 10 mètres carrés. Enfin, c'est assez incroyable. Et cet album, donc, je trouve, est retranscrit plutôt pas mal l'esprit live de par, honnêtement, on peut le dire, hein, Albini, le côté. Alors, je crois qu'il voulait quasiment que tous les groupes enregistrent en analogique, si je ne me trompe pas, et avec surtout des enregistrements en live où le groupe voilà jouait. Alors, c'est pas obligatoire, mais il préférait voilà que les groupes fassent ça pour retransmettre un peu cette énergie. Et non, c'est un excellent album. Il est sorti sur le label Tank Crimes, qui est un label peut-être que vous connaissez. Il y a eu des groupes dessus comme Cannabis Corpse. Alors c'est le vrai nom du groupe, hein, c'est pas c'est pas un jeu de mots. Et la pochette a été faite par le guitariste chanteur de Baroness. Donc voilà, si jamais le dessin vous disait un peu quelque chose. Alors je sais pas si Bibou ça te parle un petit peu aussi Baroness. Non, pas du tout. Non. Ouais, gros. Je laisse présenter Babar. Oh, c'est très aérien, un peu métal entre guillemets, mais plus aérien, on va dire, mais avec vraiment des influx très rock. Je pourrais pas te, tu vois. Même les premiers albums, ça sonne un peu stoner même. Enfin, moi, je les assimile un peu à ça, quoi. Mais c'est vrai que le côté dans le stoner, il y a aussi le côté un peu psyché. Mais dans les premiers albums qu'on ressent peut-être un peu moins, parce que moi je connais surtout les premiers albums de... c'est un très très bon groupe que je vous conseille aussi dans un outil, mais Stoner, t'as totalement raison, c'est le style que je cherchais, donc Bibou je te le conseille très fortement. Ouais non, Vitamin X, groupe moi que j'ai... Alors je suis plus... mais là c'est juste par rapport à la période où j'ai découvert. Moi je suis plus attaché à leurs premiers albums. Moi je crois que le dernier que j'ai acheté ça doit être Full Scale Assault qui date de 2008 et qui a été produit, c'est le premier je crois qui a été produit par Steve Albini. Ouais. Mais moi je les ai découverts dès... Alors là je vais faire l'ancien, je vais faire le malin. Je les ai découverts à l'époque du premier album qui s'appelle See Through Their Lies. Je les avais vus en live dans un tout petit rad en Belgique où j'ai vu tout un tas de putains de concerts et donc c'était assez énorme. J'ai eu l'occasion de les revoir après à l'époque du troisième album Bad Trip. Je les avais vus dans un squat, c'était
énorme. Et c'est vrai que tu parlais de positivité, c'est vrai que c'est quelque chose qui se retrouve, parce que j'ai souvenir de ce concert dans le squat où il y a au moins une personne, si ce n'est plus, qui avait ramené un matelas gonflable, donc pour faire du crowd surfing. Et donc c'est hyper marrant, quoi. Voilà, c'est génial. Pendant le concert, t'as des gens qui sont sur des matelas gonflables et qui sont pour les gens qui verraient pas, qui sont jamais dans ce genre de concert et qui d'habitude on appelle ça du crowd surfing, et là c'est pas du crowd surfing, ils sont sur un matelas pneumatique et portés par la foule. C'est voilà, donc c'est ce genre d'ambiance, un concert de Vitamin X. Oui, peut-être que vous avez été surpris par la musique, vous avez peut-être trouvé ça violent, mais c'est surtout, enfin, quand on est habitué aux musiques rapides dans le style, je trouve que il y a vraiment une positivité qui s'en dégage. Et même, alors encore une fois, ça va peut-être paraître bizarre, mais pour moi, Vitamin X, c'est hyper dansant. Oui, totalement. C'est fait pour le live. Hein. Voilà, totalement. En live, c'est la grosse stuff. Et pour ajouter à ce que tu as dit, il y a même le chanteur qui lui-même gonfle les ballons, en fait. Il avait gonflé un ballon, puis un alligator gonflable, pour pouvoir que les gens puissent sauter. Alors, c'était au Fluff, donc en République tchèque, je les ai vus la dernière fois, donc il y a maintenant peut-être 5-6 ans, un truc comme ça. Et c'était incroyable. Comme tu as dit, les gens devenaient fous, mais c'était une ambiance vraiment cool. C'était pas du tout une ambiance qu'on peut imaginer des concerts hardcore où ça peut se mettre sur la tronche. Au contraire, tout le monde sautait partout pour rigoler. Et non, c'était un excellent souvenir. Pourtant, un groupe qui joue mais extrêmement bien en live, comme tu dis. Et les débuts, c'est des très bons albums aussi que je peux conseiller. C'est vraiment un groupe qui a une disco qui est pas très fournie malheureusement, mais parce que surtout là, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti d'album. Mais non, c'est trop bien. Moi, j'adore ce groupe. Ouais, voilà, c'est frais. Je vais voir Bibou slammer sur Vitamin X. J'espère qu'un jour on pourra partager ça. Est-ce que ça t'a parlé, ça, mon cher Bibou, Vitamin X? Est-ce que t'as trouvé ça cool? Alors, c'est peut-être un peu hardcore pour moi, mais comme dit Babar, en fait, c'est le genre de groupe qu'il faudrait que je vois déjà en live avant d'écouter les albums. Ouais, je pense que tu te fais une autre opinion, parce que moi, là, je vais vraiment pas mentir, moi, j'ai découvert en live. D'accord. La première fois que j'ai entendu du Vitamin X, c'est parce que je les voyais. En plus, toi, il avait un chapeau de cow-boy. Pareil, pour un groupe de hardcore straight edge, ils sortent un peu de l'image qu'on s'en fait. Parce que c'est vrai que le straight edge, malheureusement, vécu parfois une image de groupe de gens pas marrants, nécessairement. Ce qui est bête, parce que c'est pas parce que tu bois pas d'alcool et que tu te drogues pas et que tu manges pas de viande que t'es un triste cire, bien au contraire, quoi. Ça n'a strictement rien à voir. Mais il y a un peu cette image-là. Et c'est vrai que ça m'est arrivé aussi des fois de voir des groupes de straight edge où t'as un peu l'impression qu'entre les morceaux c'est du prêchi-prêcha et tu dis vas-y c'est bon, voilà, en bon punk des familles tu gueules ta gueule en manche parce que voilà et là Vitamin X, non, t'as pas l'occasion de le dire. Voilà, ils sont là pour faire la teuf et c'est bon, je crois que là on va tourner en rond comme dans un circle pit si on continue à en parler plus longtemps. Mais groupe, je recommande. Très rapidement, pour vraiment conclure là-dessus, il y a un clip pour ce morceau qui a été fait par le collectif belge E-Move, donc c'est vomi à l'envers, voilà, comme ça, qui a fait pas mal de clips comme ça, assez énervés. Le dessin peut être assez graphique, je préviens quand même pour les âmes sensibles, mais ils ont fait des clips pour Municipal Waste, pour Frenzel Rom, si je me trompe pas, ou un autre nom, pardon, je dois mal dire, pardon, et pour Vitamin X, et également Reproach, qui est également un groupe belge aussi assez énervé. Et ça vaut le coup de les regarder parce que c'est comme des courts-métrages, c'est blindé de détails. Il y a des références à 40 000 groupes, dont des groupes de Rouen, ce qui me fait beaucoup rire. Donc du coup, je trouve ça assez cool. Donc si vous avez l'occasion, voilà, le clip de Vitamin X est vraiment très cool. Ok. Eh ben, on va rester en Europe, mais on va aller un peu plus à l'ouest quand même, parce qu'on va aller... Alors, à l'origine, ils sont de Béziers, mais en réalité, c'est quand même plus un groupe rennais. Oui. Et donc, c'est toi, mon cher Bibou, qui a choisi un morceau de Sloy. Oui, un morceau de Sloy. Je pense qu'on va écouter le morceau avant, qui vient de l'album Plug en 1995, et puis on écoute le morceau pop de Sloy. Pardon. C'était trop bien. C'était trop bien. Ouais. Je le fais bien. Donc on vient d'écouter le morceau pop du groupe Sloy, donc qui date de 1995. Donc comme tu disais, Zaza, c'est un groupe qui vient à l'origine de Béziers. Mais ils ont décidé un jour de rejoindre Rennes en camion. Alors au début je me suis posé la question, mais pourquoi Rennes? Et j'ai appris tout à l'heure en écoutant une émission, c'est parce qu'en fait le siège de leur label était à Rennes. Ouais, qui était donc Roadrunner, c'était le bureau de Roadrunner France. Donc Roadrunner qui est un label... À chaque fois je dis qu'ils sont néerlandais, mais en fait non, je crois que c'est ricain. Je crois que c'est ricain. Ouais. Donc gros label qui sortait surtout des groupes de métal.
Mais il y a Slipknot et tout. ouais. Ok. Mais il y a quelques sorties, il y a quelques disques sur Roadrunner qui sont un peu étonnants. Sloy, et c'est vrai que ça en faisait partie, quoi. Sloy, un peu se demander qu'est-ce qu'il foutait chez Roadrunner, mais on t'a coupé la parole. Vas-y, on te laisse reprendre, mon cher. Non, t'inquiète. cher Donc en fait, ils sont arrivés à Rennes. Comment on peut définir Sloy niveau genre? C'est de la noise, de la limite un peu pop des fois, quoi. Enfin, Mais de toute manière, honnêtement, l'album, si tu l'écoutes sans savoir qu'il a été enregistré par Steve Albini, tu sens quand même une filiation. Ouais. Tu sens que c'est... alors qu'en plus, c'est rigolo, parce qu'à l'époque où sort leur premier album, Shellac a pas sorti grand-chose encore. Mais on sent que c'est la même famille musicale, quoi. carrément. D'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que, alors je sais plus dans quel sens ça s'est passé, mais Sloy avait été repéré par PJ Harvey, qui a été enregistré d'ailleurs, par Steve Albini, et du coup ils se sont retrouvés à ouvrir pour PJ Harvey et avec Shellac. Ils ont fait des concerts avec PJ Harvey et Shellac, notamment en Angleterre, ce qui fait que Sloy était un des rares groupes français qui tournait un peu en Angleterre, parce que bon, les groupes français en Angleterre sont on a un peu boudé, quoi. Hein, on n'est pas. Il y a très peu, ouais. En fait, je crois ce que tu racontes, l'ordre dans lequel c'est passé, c'est qu'en fait, ils arrivent à Rennes, ils font les trans musicales en 94, et du coup, juste par curiosité, je suis allé regarder la prog des trans en 94. T'avais quand même Prodigy, Beck, Shellac, qui étaient là. Massive Attack et Offspring et plein d'autres. Ouais. Et donc c'est après les trans, bon, si vous connaissez pas les trans à Rennes, c'est un énorme tremplin musical. Enfin, il y a énormément de groupes qui se font découvrir aux trans, et c'est après leur passage qu'ils se font inviter par John Peel sur la BBC Radio 1. Et c'est sans doute après ça qu'ils ont été invités en première partie par PJ Harvey, en fait. Ça reste hyper classe, quoi. Et c'est rigolo parce que donc moi, pour préparer cet épisode, j'ai fouillé dans mes archives de fanzine et je suis retombé sur le numéro 1 de Kérosène, donc fanzine à l'époque nancéen, qui était qui est devenu, qui à une époque, Kérosène était probablement un des meilleurs fanzines de France. Vraiment. Et donc là, c'était rigolo aussi de replonger dans du Kérosène première époque. Et d'ailleurs, j'en profite parce que peut-être il nous écoute pour faire pour saluer mon pote Dan, qui était, on va dire, rédacteur en chef de Kérosène, et qui d'ailleurs, si vous avez chez vous un sticker, le Dr Zayus c'est une ordure, c'est ma grande fierté, c'est lui qui les a fait. Donc bref, ouais. Et donc il avait interviewé. Enfin, attends, est-ce que c'était lui ? Je sais plus, mais en tout cas, Sloy avait été interviewé dans ce premier épisode, donc ce premier numéro, pardon, parce qu'il y avait un numéro 0 qui date de février 96. Ça nous rajeunit pas. et d'ailleurs, c'est pas impossible que l'interview. Oh oui, l'interview a été faite en octobre 95. Donc c'est dire quoi, ça nous replonge vraiment en arrière. Et c'est rigolo parce qu'il reparle, donc dans cette interview, il parle un peu de Steve Albini. On leur demande dans l'interview comment était le contact avec Steve Albini, est-ce qu'il vous conseillait, ou bien est-il aussi froid qu'on le dit, parce que c'est vrai que Steve Albini a cette réputation. Mais on va avoir l'occasion, d'ici la fin de l'épisode, on va avoir l'occasion d'expliquer peut-être pourquoi. En tout cas, ouais, le chanteur de Sloy répondait, il est hyper froid, sec. Au début, c'est difficile parce qu'on avait envie de rire, et puis lui, il ne rigole pas. Après, tu vois qu'il raconte des conneries, des blagues bien lourdes comme n'importe qui. Mais ce mec, il enregistre 80 groupes par an depuis 7 ans, donc tu vois, déjà à l'époque, il avait cette réputation-là. Alors, avec le nombre de gens qu'il rencontre, il ne sait plus trop qui est qui. Enfin bref, voilà. Et donc, ouais, il explique qu'il pense qu'il se met une espèce de carapace, mais c'est assez rigolo. Et c'est assez rigolo aussi parce que, il y a quelques jours, Sloy, sur leur page Facebook, ils ont publié un hommage. Donc je vais vous lire une extrait de cette publication. Je sais pas si je vais lire tout en entier parce que c'est pas un petit hommage qu'ils ont fait. Donc j'ouvre les guillemets. Hein. On se rappelle encore que Steve est arrivé au studio Black Box presque intimidé. Il nous a considérés comme ses pairs. Évidemment, nous n'étions pas Pixies, Nirvana ou PJ Harvey. Nous étions un petit groupe de noise rock de Béziers. Pourtant, pendant les 6 jours passés en studio à enregistrer, il nous a donné toute son attention. L'unique objectif de Steve était de capturer le son du groupe au mieux et de nous aider à concrétiser notre vision créative. Même s'il aimait dire « le diable se cache dans les détails », humaniser la musique était sa priorité. Les erreurs n'ont pas été seulement autorisées, mais elles ont été acceptées.
Enfin bref, voilà. Donc je vous laisse, je vous invite éventuellement à aller faire un tour sur la page officielle du groupe Sloy, qui même si Sloy n'existe plus, ils ont toujours une page Facebook. Ouais. C'est assez cool de lire ça. Et c'est vrai que ça c'est un truc qui revient généralement. Les groupes qui à un moment ou à un autre sont passés par le studio de Steve Albini ou ont fait venir Steve Albini dans un autre studio. Généralement, quasiment tous vont dire on a appris énormément. Je sais plus, maintenant j'ai un doute, je sais plus dans quel groupe disait ça dans une interview, on se dit ouais, en 15 jours avec Steve Albini, on a gagné 15 ans de maturité, quoi. Ouais, j'ai entendu ça aussi, ouais. Ouais, parce que Tu m'étonnes. le mec t'explique que, comment placer des micros, etc. Pour enregistrer l'album, il l'a enregistré en 6 jours, ce qui est presque long pour un enregistrement avec Steve Albini, parce que d'ailleurs, je crois que ça avait été republié, la lettre qu'il avait envoyée à Nirvana, quand il était branché pour enregistrer In Utero, la lettre il a envoyé une longue lettre à Nirvana, qui est un espèce de manifeste, où dedans il leur dit, pour moi un album ça doit être enregistré en 1 semaine, pas plus. Je pense, histoire d'avoir ce côté Garder l'énergie, ouais, tout ça. Ouais, c'est ça, avoir l'énergie du live. Et puis, mais c'est vrai que ça explique pourquoi il y a pas mal de prods de Steve Albini qui sonnent un peu froides, un peu râpeux, parce que on n'est pas là, voilà, avec lui, on n'est pas là pour couper du raisin, on n'est pas là pour faire des fioritures. On va direct à l'essentiel, quoi. Et pour revenir un peu à Sloy, s'il y a un truc que j'arrive pas à savoir, c'est, je sais pas dans quelle mesure Sloy a pu laisser un impact en fait dans le rock des années 90 ou 2000. Je sais pas si Babar, toi, t'avais déjà entendu parler de Sloy avant. Alors entendu, oui, parler, mais un son malheureusement, j'avais jamais écouté, donc c'est vraiment été une découverte musicale grâce à cette émission et grâce à toi, Bibou. Et j'ai passé un bon moment, le morceau était trop cool. Et me dit ça va être une disco à creuser parce que ça tape dans tous les styles, enfin dans tous le sons que j'aime bien. Donc non, je vais pas mentir en disant que je connaissais bien. Ça va assez vite, hein, ils ont fait que 3 albums, donc. Ok. Malheureusement. Bon. Mais c'est vrai qu'à l'époque, dans la scène indé française des années 90, c'était un nom hyper important, au même titre que Burning Gates, que Portobello Bones, que Seven Eight, dans un genre un peu différent. Ils étaient parmi les noms qui comptaient, notamment parce qu'ils avaient cette petite aura à l'étranger que n'avaient pas nécessairement les autres groupes français, à part, mais ça c'était avant eux, il y avait les Tugs. Il y avait les Tugs qui ont d'ailleurs enregistré avec Steve Albini aussi. Oui. Il y avait les Tugs qui avaient sorti au moins un disque chez Sub Pop, qui était un peu la grosse exception. Mais sinon, à part ça, les groupes français à l'étranger, tout le monde s'en foutait, quoi. Donc ils avaient peut-être cette petite aura en plus, quoi. D'accord, c'est ce que je veux savoir. Parce qu'en fait, c'est assez marrant quand j'étais étudiant, toutes les soirées que je passais avec des fans de rock que je rencontrais, ou même dans les disquaires, en fait, qui vendaient beaucoup de musique rock ou punk et tout. Enfin, cela, c'est quand même la fierté locale, quoi. Même 20 ans après, quoi. Ouais, mais c'est normal. Mais comme tu vas chez un disquaire à Poitiers, tu trouveras des disques de Seven Eight. Tu vas chez un disquaire à Tours, tu trouveras des disques de Portobello Bones. Enfin, je pense. Je dis ça parce que il y avait un vieux Seven Eight qui me manquait. Je l'ai trouvé chez un disquaire à Poitiers, quoi. Donc ouais, ça me semble un peu normal que dans une ville de province, voilà, t'as pas non plus, généralement, t'as pas 50 groupes qui ont marqué l'histoire de la ville. Même si à Rennes, il y a un sacré passé quand même, musical. Ah, on a Étienne Dao, on a Marquis de Sade. Ouais, non, Rennes, c'est pas. Non, mais on dit ça en rigolant, mais les débuts. Les débuts d'Étienne Dao, c'est pas inintéressant. Non, mais Étienne Dao, les débuts, c'est pas inintéressant. Non, après, oui, il s'est mis à faire des trucs genre variette, mais à la base, c'est. Voilà, là, je parle sous ton contrôle, Bibou, mais même plus proche un peu de la scène punk, de tous ces. Enfin, un new wave, quoi. Ouais, carrément, ouais, à fond, ouais. Non, c'est juste le décalage entre les groupes qu'on a annoncés justement et d'un seul coup revenir à. mais c'est ça qui est drôle. C'est sûr qu'entre Vitamin X et Étienne Dao, oui, c'est pour ça. Mais c'est cool. Ah non, on n'est pas dans le même délire. Non, super scène d'ailleurs en Rennes, hein, le nombre de groupes. Ouais. Bon, et puis même la Bretagne en général, de toute façon. Ouais, de toute façon, et puis même le hardcore, Overcome, ils étaient là-bas. Enfin bref, voilà, quoi. Il y a eu Rennes, c'était un peu l'autre ville du hardcore, quoi. Clairement. C'est clair. Bon, est-ce que, maintenant qu'on a parlé de tout ça, est-ce que on retournerait pas quand même aux États-Unis et est-ce qu'on retournerait pas à Chicago avec de nouveau un power trio, à savoir Meatwave, et je vous propose le morceau Tomosaki. Lundi 27 mai 2024. Poème pour Steve Albini.
en alexandrin. Pour une phrase, mais pas les autres. Ou 2 phrases. Steve Albini, Steve Albini. Tu mesurais 1m83, tu n'étais pas petit. J'ai vérifié sur Google. Avec tes doigts sur une table de mixage, beaucoup de merveilleux albums tu as produits. Très souvent avec ton index et ton pouce, mais rarement avec ton auriculaire, car c'est pas pratique. Où es-tu maintenant, Steve Albini ? Sûrement au paradis avec Coluche, Desproges et aussi Johnny. Hallyday, que avec qui tu n'as jamais enregistré. Et c'est tant mieux. Malgré ton nom, je suis presque sûr que tu n'étais pas italien. Mais j'ai quand même envie de le dire. Et après une recherche Google, tu avais des origines italiennes. Arrivederci, Steve. Albini. Tu vas beaucoup nous manquer. Poème. Alors ça, c'est ma grosse découverte de ouf. Hein. Je suis trop fan de Meatwave que je connaissais pas du tout. Tout pareil, vraiment super découverte. Je ne connaissais pas non plus, pas du tout. Et comme les plupart des morceaux, même tous les morceaux, de cette sélection de ce soir, très heureux des découvertes. Et là, c'était trop bien. Donc malheureusement, comme je connaissais pas, je peux pas trop te dire qui se cache derrière. Mais ouais, le son, c'est trop cool. Alors, Meatwave, pareil, ce que je vous ai dit concernant Shellac, je vais vous le dire pour Meatwave. Si vous avez aimé ce morceau, vous pouvez taper où vous voulez dans la discographie. C'est le groupe discographie pas loin d'être parfaite. C'est vraiment, il y a quasiment, sur les albums, il y a quasiment aucun morceau faible. Alors, ils n'ont fait que 4 albums studio. Le morceau que vous avez écouté, c'est un extrait d'un album qui s'appelle The Incessant, qui est leur 3e album, sorti en 2017. Alors, les débuts, il y a quand même une évolution dans le groupe, c'est pas monolithique. Et les débuts, ça sonne peut-être un poil plus garage, peut-être un poil plus lo-fi, on va dire. Et avec, au fur et à mesure des albums, je dis pas qu'ils perdent leur côté punk, parce que loin s'en faut. Et le côté punk, ils ne le perdent pas, mais peut-être qu'il y a des aspects un peu mélancoliques, etc., qui ressortent un peu plus dans leur. Il y a peut-être, ils se permettent peut-être des morceaux un peu plus lents, peut-être des ambiances parfois un peu plus lourdes, qu'on retrouve pas nécessairement sur les 2 premiers albums, où c'est vraiment les 2 premiers albums, c'est à fond la caisse, quoi. Donc ouais, moi pareil, ces groupes dont je pense que c'est avec The Incessant que j'ai découvert. Parce que j'ai découvert un peu sur le tard. Autant j'ai fait le malin avec Vitaminex, autant la Meatwave, je le reconnais, j'ai découvert un peu sur le tard. Mais par contre, The Incessant, c'est un disque, mais je l'ai écouté en boucle. Et après, donc je suis revenu en arrière. Que ce soit les 2 premiers albums, ou même ils ont sorti toute une flopée d'EP, de singles et tout. Il y a des pépites vraiment à aller chercher. Puis ce morceau, je sais pas, j'ai choisi ce morceau en particulier parce que c'est quand même si j'ai dit que leur discographie, elle est proche d'être parfaite, je pense que c'est quand même un de mes morceaux préférés, même s'il y en a vraiment beaucoup que j'adore, parce que je sais pas, aussi les paroles, je les trouve marrantes. Je les trouve à la fois marrantes et touchantes. J'ai l'impression, je sais pas s'ils ont des enfants, mais j'ai l'impression que a priori, ce seraient des paroles qui... Enfin, moi, j'ai l'impression que ça me donne, c'est que c'est des paroles que le chanteur a écrit pour son fils. Alors, ça se trouve, je me plante du tout au tout, parce que là, pour le coup, j'ai pas souvenir d'avoir écouté ou lu beaucoup d'interviews de ce groupe, quand même j'aime beaucoup. Voilà, j'aime répéter, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, allez-y, tapez dans la butte, allez-y, vous allez vraiment prendre beaucoup de plaisir à l'écoute de Meatwave. Et maintenant, donc comme on l'a fait tout à l'heure, après avoir écouté Shellac, on va reprendre l'avion, on va retourner de l'autre côté de l'Atlantique, mais cette fois-ci, on reste en France et on va plutôt aller dans les coins de Valence, et parce que, mon cher Babar, toi, tu as choisi un morceau du plus américain des groupes français. Oui, voilà. À savoir Uncommon Man from Mars. Exactement. Tu l'as dit, en plus. En fait, on prend l'avion, mais on aurait très bien pu rester aux États-Unis indirectement. Ouais, c'est vrai. Uncommon Man from Mars avec le morceau Dinosaur, mais
en acoustique. Ouais, pour le coup là, tu la joues un peu à contre-emploi. Ouais, choisir un morceau acoustique enregistré par Steve Albini, c'est marrant. Plutôt original. PJ Harvey, Read of Me. Tie yourself out to me. No one else, no. You're not rid of me. You're not rid of me. Night and night day, I breath. Yeah. You're not rid of me. Yeah, you're not rid of me. Yeah, you're not rid of me. Yeah, you're not rid of me. I beg you, my darling, don't leave me, I'm hurting. Lick my legs, I'm on fire. Lick my legs of desire. Tie yourself to me. You not ride of me. Yeah, you not ride of me. Yeah, you not ride of me. Bon, c'est bon. Pourquoi ce choix? Voilà, explique-nous ce choix déroutant, mon cher Babar. Alors, parce que c'est, je pense, le premier album produit par Steve Albini que j'ai écouté sans le savoir. Parce que mine de rien, à l'époque où c'est sorti, c'est 2003. J'ai pas dû l'écouter à sa sortie, mais pas très loin. Ah ouais, t'avais jamais écouté In Utero de Nirvana avant ça? Bah si, quand même. J'avoue, ouais. Et les Pixies, t'avais dû entendre Surfer Rosa, non? Peut-être après Nirvana, mais dans la même, la même même période, ouais. Oui, alors je remercie encore la médiathèque de ma ville, parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert tous ces groupes-là, même si In Utero à l'époque, je fais partie des gens parce que je découvrais un peu tout ce style-là. Je dis, ouais, c'est le son, il est beaucoup moins mélo que l'album d'avant, donc je l'ai moins écouté. Et forcément, avec le temps, on dit, tiens, en fait, il est pas mal du tout cet album. En fait, il est mieux, en fait. Ouais, en vrai, ouais. Après Nirvana, je suis pas un. J'aime bien. Attention, je vais pas dire tout que. C'est juste que je suis pas un grand fan. Et c'est vrai qu'avec le temps, comme In Utero, même le premier Bleach, je trouve que c'est des albums qui sont, sous-estimés. C'est pas vrai parce que c'est des albums qui sont très reconnus, mais qu'on met un peu trop de côté parfois, alors qu'ils, je pense, qu'ils ont une importance assez dingue. Ah mais bon, ouais, t'as Nevermind qui est c'est vraiment qui est tellement énorme au milieu. Qu'il a un peu tendance à obscurcir le reste. Mais ouais, non, In Utero, c'est clairement c'est un putain d'album. C'est clair. Et du coup, ce qui est étonnant avec Common from Mars, donc comme on a dit, c'est qu'ils vont aller chez Steve Albini, et on va faire un album acoustique. Et en plus, c'est un groupe qui a déjà qu'un album et un EP, une démo dans les poches, quoi. Et après, quand on regarde un peu l'historique du groupe, c'est pas la première fois qu'ils font ça, parce que littéralement leur premier album était déjà produit par Ryan Green, qui est littéralement le monsieur qui a produit tous les sons de punk rock mélo des années 90, de l'écurie Epitaph et donc Fat Wreck. Donc tous les NoFX, Lagwagon, Noise for a Name, Propagandy, tout ça, c'est passé chez lui. Donc ils sont pas, à la base, ils n'ont pas commencé non plus avec n'importe quel producteur pour leur album électrique. Et Leonco, bon, j'ai eu l'occasion d'en parler dans mon précédent podcast que je faisais avant, c'est un de mes groupes préférés. Il y a un son déjà qui était assez incroyable. Et là, ils se sont dit, bon bah, on a un deuxième album qui va bientôt être enregistré. Entre deux, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tiens, on va aller enregistrer avec Steve Albini, ce qui est quand même une classe assez dingue quand même. Et en plus, comme on l'a dit, voilà, faire de l'acoustique, donc reprendre les précédents morceaux de leur, quelques morceaux de leur démo et précédent album, également des originaux, comme là ce qu'on vient d'écouter, là, Dinosaur, qui en fait était pas l'album sur lequel il est sorti, qui était Noise Pollution, sortait l'année d'après, donc c'était un peu une petite découverte. Et sur cet album, ce qui est assez rigolo, donc c'est plus un EP, on a également une reprise des Husker Du avec It's Not Funny Anymore en version un peu acoustique. Et bon, Husker Du, c'est vraiment toujours trop bien. Je pense que je sais pas, je t'ai convaincu, de toute façon. Ah oui, là clairement, c'est un de mes groupes préférés, donc oui. Et également sur cette EP, un morceau, donc le morceau éponyme, Kill the Fuse, qui est un morceau en fait instrumental de plus de 10 minutes avec du violon et en fait un morceau très rock progressif, pas dire noise parce que pas non plus, voilà, ça reste de l'acoustique, mais qui tranche complètement avec le reste de la discographie du groupe, qui a voulu tenter un petit truc. Et c'est bien, c'est que la production de Steve Albini, même si c'est de l'acoustique, il y a quand même un côté, alors ça reste très mélo, Leonco, attention, on est vraiment à part là dans la sélection de cette émission. On a quand même ce côté, on sent que ça a été enregistré, il y a un côté un peu chaleureux quand même au niveau du son de l'enregistrement, que je trouve assez cool.
Et moi, Dinosaur, c'est un de mes morceaux favoris du groupe. Donc là, j'étais à l'époque déjà très content de l'écouter en acoustique. Puis non, c'est un EP qui est pareil, qui est un peu à part dans la discographie du groupe, qui aura sorti un paquet d'albums entre 93 et 2013. Et je suis très content d'en passer un morceau parce que j'adore ce morceau, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai peut-être déjà passé du Unco soit dans la hiplist ou dans Cornelius Enzira. Peut-être, je me demande si dans l'épisode 0 de Cornelius Enzira, si j'avais pas passé un morceau d'Unco. Et j'en parle pas tant que ça finalement, mais c'est un des groupes que j'ai vu le plus de fois en concert. Je les ai vus un paquet de fois, assez impressionnant même. En fait, j'en parlais il y a pas longtemps avec des copains, et je parlais donc de Ed, le guitariste-chanteur de d'Uncommon from Mars, qui a également joué il avait un side project qui s'appelait Sons of Buddha, et son groupe actuel c'est Not Scientist. Et je disais, mais si j'additionne tous les concerts d'Unco, de Sons of Buddha et de Not Scientist, je pense que c'est un des mecs que j'ai le plus vu en concert. Parce que je les ai bon, effectivement, vu la longévité, c'est plus Unco, j'ai vu plus souvent Unco, mais parce qu'en plus moi je les ai vus la première fois que je les vois en concert Unco, ça doit être en 2002. Donc vraiment le début quoi. Ouais. Et j'ai vu dans leur tout dernier concert aussi, enfin bref. Donc c'est un groupe que j'ai suivi finalement. La machine à tubes, moi je les appelle, et un groupe live, mais pareil, incroyable. Je pense que c'est un peu pour les différents groupes qu'on passe ce soir, il y a quand même des groupes qui sont à la fois des très bons faiseurs d'albums studio, et également des très bons groupes live. Et non, moi, les Unco, je les ai vus peut-être 3 ou 4 fois, je sais plus. Mais à chaque fois, c'était, mais je me dis, c'est pas même la façon de chanter, c'est quasiment comme sur album, l'énergie et tout. Non, c'est un groupe je suis assez triste malheureusement il se soit arrêté. En plus, malheureusement, il y a le batteur qui nous a quittés il y a 2-3 ans. Donc ça également, c'est pareil de façon assez fulgurante. Enfin, c'est assez dingue. Et c'était 3 frères aussi dans le groupe, donc c'est toujours assez drôle. Il y a le même line-up du début à la fin. Ça aussi, c'est plutôt rare. Et si vous connaissez pas Unco, je peux vous conseiller de foncer si vous aimez un petit peu le punk rock mélo, mais pas que. Ils ont des passages parfois un peu plus rock. Il y a quand même une évolution dans la discographie, parce que moi, justement, ils ont gagné mon respect au fil du temps parce que je les voyais beaucoup en live. Parce que les premiers albums, moi, c'est un peu trop mélo pour moi. Tu sens que même, tu vois, un album comme I Hate My Band, qui est l'avant-dernier album, tu sens que le mélo, je dis pas qu'ils l'ont évacué, parce qu'il faut pas dire n'importe quoi non plus, mais c'est des ambiances beaucoup plus rappeuses. Plus ça a avancé dans la discographie, et plus j'ai aimé en fait. Donc bref, oui, effectivement, moi aussi j'étais triste qu'ils arrêtent. Et d'ailleurs, petit point, moi j'ai eu la chance de les voir jouer en live. En acoustique, et je me demande si c'était pas une date unique. Et il me semble que ce soir-là, je crois qu'il partageait la scène avec Shell Corporation. Et ouais, c'était un concert vraiment hyper cool. Et donc acoustique, mais c'était étonnant la patate qu'il y avait. C'est ça en fait, parce que tu vas à un concert acoustique, tu t'attends à un truc vraiment calme, et en fait non, ça avait une patate. Et donc vraiment, malheureusement si vous les avez loupés, vous pourrez plus jamais les voir. Ça c'est sûr, ou en tout cas jamais comme nous on a pu les voir. Mais c'est un groupe que j'ai vu. Si je les ai vus autant de fois, c'est que au bout d'un moment c'est que j'aimais quand même ça. Mais ils étaient originaires d'où exactement en fait? Alors en fait, les 3 frangins, ils sont nés à Washington DC. D'accord. Donc ils avaient la double nationalité. Par contre, le bassiste, lui, était français. Donc par contre, en France, ils étaient basés dans les coins de Valence. L'Ardèche. Enfin, je dis Valence pour être histoire de... histoire de... Eux, ils habitaient dans un tout petit bled en Ardèche où j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois. Moi, j'ai toujours pensé qu'ils étaient bretons, en fait. C'est con, mais en fait, quand j'étais ado, je les voyais tout le temps sur les affiches de festivals en Bretagne. Ah ouais, puis en plus, ils ont des prénoms bretons. Et donc, oui, c'est vrai. Les frangins... C'est le père, je crois, qui est... quelque chose comme ça, je crois qu'ils avaient expliqué. Je crois que c'est la mère qui est américaine, si je me trompe pas. Et le père qui du coup était breton, je crois, quelque chose comme ça. Je sais pas, non, mais ils sont... je me demande... Non, parce que... Ou peut-être l'inverse. Leur père bossait à l'ambassade des États-Unis. Donc je me demande peut-être que leurs parents... Enfin voilà, écoute, on rentre un peu trop dans des considérations peut-être un peu trop personnelles. Mais voilà, ce qui est important...
C'est surtout pour dire qu'ils avaient forcément du coup un accent impeccable et qui pouvaient se permettre surtout d'avoir une influence de tout ce qui était la scène rock, punk rock américaine, de l'avoir mieux ingurgité digéré que pas mal de groupes français et d'avoir ce talent de sortir des trucs complètement fous, quoi. Mais moi, c'est vraiment que j'avais l'impression de les voir partout sur les affiches de festivals. Mais un truc de malade, quoi. Ouais. Ah bah oui, mais attention, c'est con. Il y a un moment, pareil, groupe carrière marrante, parce qu'ils font une carrière à l'envers presque, parce qu'ils commencent chez Vagram Music, donc qui est une grosse structure, et à la fin, ils sont chez Kicking Records, on est proche, enfin on est dans le DIY, quoi. Donc totalement, ils ont fait vraiment carrière complètement à l'envers. Et gros respect pour ce groupe, et le split avec les Burning est vraiment excellent également. Donc non, la discographie est impeccable, c'est vrai que il y a pas un truc à acheter. Il y a peut-être des albums qui peuvent paraître un peu moins inspirés, mais même ça, ils arrivent à te faire un truc qui a quand même 3-4 morceaux entre guillemets qui sont des tubes imparables. Donc en fait, tu t'écoutes quand même l'album. Donc non, moi c'est un de mes groupes préférés. Ouais, t'as dit, on va quand même resituer pour les gens qui sont peut-être pas très branchés hardcore mélo. Donc le split avec les Burning, avec Burning Heads, donc groupe d'Orléans, qui est probablement le plus grand groupe de punk français. On peut le dire. Voilà. Et accessoirement un de mes groupes préférés. Comme tu y vas. Voilà. Bon, et ben maintenant, on va peut-être quitter ces ambiances mélo. Bon, on va peut-être un poil moins mélo. Ouais, on va parler d'un petit groupe mineur maintenant. Non. On va parler du groupe Slint que tu connais très bien, Zaius et Babar. Je sais pas si tu connais. Très mal, donc je suis content que vous en parliez pour que je découvre. Ah d'accord, bah ça tombe bien parce que je vais en parler très mal aussi. Mais non, mais tu sais que tu dis très bien, mais je pense que de nous trois, c'est toi qui connais le mieux. Hein. Merde, je suis dans la merde. Bon, et on va d'abord s'écouter le morceau qui s'appelle Charlotte et qui date de 1989. Yeah. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 What else should I be? All apologies. What else could I say? Everyone is gay. What else could I write? I don't have the right. Yeah. What else should I be? All apologies. Bon, on vient de s'écouter Slint avec le morceau Charlotte. Alors Slint, à l'origine c'est un groupe de mat-rock, de post-rock. On va pas expliquer ce que c'est le mat-rock. Je crois que tu l'avais déjà fait, Zaius. C'est un probablement. Ouais, on va dire pourquoi mat-rock, c'est parce que c'est des structures rythmiques qui sont un peu plus compliquées. Ça sort du 4/4 habituel, quoi. Et donc c'est vrai que je dis ça, c'est ce que j'ai toujours pensé. Ça se trouve c'est pas ça d'où ça vient. Mais moi j'ai toujours compris ça, c'est que ouais, quand tu joues dans un groupe de mat-rock, t'as intérêt de bien compter les mesures parce que c'est un peu tendu, quoi. Ouais. D'où le. Mais en plus, ce qui est rigolo, c'est que donc ouais, groupe de la fin des années 80, qui a une carrière très courte en fait. Mais à l'époque, je sais même pas si le terme mat-rock il était employé. Non, je pense qu'ils ont dû l'inventer après. On parlait plus de post-rock en fait à la base, il me semble. Shellac est souvent cité comme un des groupes presque fondateurs du genre, mais pour moi Shellac c'est pas vraiment du mat-rock. Je vois et peut-être aussi c'est une époque, enfin fin des années 80, début des années 90, je trouve que les frontières elles sont vraiment poreuses entre ce que aujourd'hui on appelle la noise, le post-hardcore, le post-rock, le mat-rock, qui ont l'air aujourd'hui d'être des genres extrêmement définis. À cette époque-là, j'ai l'impression que les frontières elles sont beaucoup plus vaporeuses et ça, enfin ouais, c'est aussi ce que je trouve intéressant. Les groupes de cette époque-là, je les trouve un peu moins c'est un peu moins facile de leur coller une étiquette dessus, ce qui les rend probablement plus intéressants parce que de toute façon c'est souvent ça, hein, dans les débuts des styles. Avant qu'un style ne soit codifié, généralement les groupes peuvent se permettre un peu tout et n'importe quoi, et puis dès lors que le style commence à être un peu codifié, c'est souvent là que ça devient moins intéressant. En fait c'est juste qu'ils font ce qu'ils ont envie, c'est après les gens qui leur mettent des codes sur la tronche. Exactement. Mais ouais.
Et après, t'as les suiveurs qui veulent faire pareil. C'est ça. Et qui, Ouais. du coup, ils reprennent les gimmicks. Et c'est généralement comme ça qu'après, on va commencer à parler on va mettre des étiquettes et puis que ça devient moins intéressant parce que oui, en fait, des groupes, ça pour moi, une musique ne repose pas sur des gimmicks. Donc Slint, ouais, comme tu disais, ils ont une carrière super courte, ils ont fait que 2 albums, donc Tweez en 89 et Spiderland en 91. Qui est celui que je connais bien, moi, Spiderland. Alors c'est celui que moi aussi je connais bien, voire mieux, et que je préfère même à Tweez qui a été, c'est lui qui est produit par Albini, désolé. Ouais. Mais Slint, groupe incroyable. Et même, par contre, comme on disait avant, j'ai énormément de mal à mettre des adjectifs ou à expliquer exactement ce que c'est Slint. Je pense qu'on l'a entendu un peu tout à l'heure. Et, après, puis est-ce que c'est grave au final? Non, pas du tout. Les gens ont entendu, voilà, Slint, c'est ça. C'est un groupe qui a, donc pareil, sorti, les 2 albums sont sortis sur Touch and Go. Donc ça c'est le point commun, l'autre point commun avec Shellac, mis à part le fait qu'on sent quand même qu'il y a une filiation, quoi. On sent que ça sort un peu du même creuset, quoi. Pas la peine d'en dire plus. Voilà, Non. si vous avez aimé, écoutez les albums. C'est Nous ça. on vous recommande, c'est vrai qu'on recommande un peu plus Spiderland, qui je pense aussi, qui est probablement plus mythique que le premier. Encore, enfin je dis ça Oui, non mais oui, je dis ça clairement. du clairement, bout de ma ouais. lorgnette. Clairement. Mais si vous faites une soirée festive avec des potes, vous mettez Spiderland, ça vous fout une petite Impeccable. ambiance un petit peu... Ouais, tout de suite. Ouais, Tout de suite, sympa. tu sens les gens vont se mettre à se canquer et tout, impeccable. Ouais, Babar, vite fait, en quelques mots. Moi, en fait, quand je connais pas trop le style d'un groupe, je rajoute post quelque chose, comme ça passe. D'accord. Je suis post-hardcore chaos, comme ça. Et non, je connais ça très très peu, honnêtement. Pareil, ce groupe, j'ai bien aimé. J'ai même écouté. Tu sais, on a fait une petite playlist, voilà, pour pouvoir écouter les morceaux de l'émission. J'ai parfois juste laissé le nom du groupe et j'ai laissé tourner pour écouter un peu la suite. Slint, c'était vraiment trop bien aussi. Il faut que je creuse aussi, parce que pareil, c'est que des groupes qui rentrent dans mes cases que j'aime bien. Comme c'est peut-être une époque que j'ai moins connue, je maîtrise beaucoup moins bien la période années 90. C'est 90, hein, c'est ça, pardon. Oh là, ouais. Enfin c'est ça. fin 80, début 90. Fin 80, ouais. Quand c'est pas du punk hardcore ou du power violence dans les années 80, moi je maîtrise moins. dès que c'est un autre style. Et en fait, moi je suis content parce que je découvre des groupes qui sont, comme vous l'avez dit, qui posent pas mal de choses. Mine de rien, des bases de pas mal de trucs. Et moi j'adore parce que j'ai un côté de revenir un peu à la base des styles. Moi j'adore ça. Donc ça me va très bien. C'est ça qui est cool, en fait, quand t'écoutes Slint, tu peux y entendre du Chokbore comme tu peux y entendre du Neurosis. Bon, on a cité Shellac, tu vois, ça, je dis Chokbore et Neurosis, c'est un peu le grand écart quand même. Mais t'as à l'époque, c'était pas, Chokbore, les albums de Chokbore étaient sortis, alors pas tous, mais sortis chez Touch and Go. Moi, j'ai une compile Touch and Go sur laquelle t'as du Chokbore et t'as du 2DS2D, quoi. C'est des trucs qui, tu sais, bon voilà, alors pour, encore une fois, les auditeurs qui sont un peu paumés, Chokbore c'est plutôt ambiance mélancolique lente, 2DS2D c'est là on est plus sur du brutal, on va dire. Mais à l'époque il y avait rien d'incongru à ce que ces groupes-là partagent la scène, quoi. Ouais, peut-être qu'aujourd'hui, j'en sais rien, ça se trouve on a toujours dit ça, mais moi j'ai quand même cette impression, les années 80-90, que quand il y a un style qui est émergent, il va y avoir, ça part un peu dans tous les sens, et c'est généralement là, cette période foisonnante, qui est souvent la plus intéressante. Et bon, je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit auparavant. Et une période qui respire la joie de vivre avec tous les groupes qu'on parle depuis tout à l'heure. Hein. C'est ouf. C'est clair. Il y a que Leonco. C'était plutôt fun. Ouais. Bon, maintenant, un choix qui sera pas surprenant pour les gens qui me connaissent, puisque j'ai choisi, le troisième morceau que j'ai choisi, c'est un morceau du plus grand groupe de tous les temps, tout style confondu, et je dis ça en toute objectivité, oui, bien sûr, à savoir, groupe de Washington DC, voilà, on en a parlé avec Uncommon from Mars, à savoir Fugazi, voilà, le meilleur groupe de tous les temps. Et ça, je crois que je viens déjà de le dire il y a 30 secondes. Mais sauf que là où mon choix peut paraître étonnant, c'est que Fugazi ait travaillé avec Steve Albini, ça n'est pas étonnant, dans le sens où Steve Albini, on en a un peu parlé, mais en creux, c'était quelqu'un qui avait vraiment une éthique par rapport à la musique, par rapport à l'industrie musicale, et forcément c'était presque
inconcevable que tôt ou tard il ne travaille pas avec Fugazi, qui également, donc t'as parlé Babar de la scène straight edge. Rappelons quand même que le mouvement straight edge vient d'un morceau de Minor Threat qui s'appelle, ils ont un morceau qui s'appelle Straight Edge, ils ont un morceau qui s'appelle aussi Out of Step. Ouais. C'est les paroles de ces morceaux-là qui ont, c'est carrément, c'est les paroles de Out of Step qui ont établi le mouvement straight edge, puisque le refrain c'est I don't drink, I don't smoke, I don't fuck. Tout ça pour dire que la collaboration était tellement évidente qu'en fait, Steve Albini a dit à Fugazi, si un jour vous voulez enregistrer, en gros, pour vous, c'est à l'œil. C'est, voilà, vous venez, et moi, je vous enregistre. Ce qui était presque un côté, alors, là, on va faire quand même un peu histoire de la musique. Tout ce que j'ai dit par rapport au fait, les genres qui se codifient, etc., c'est un truc que Steve Albini a toujours regretté, lui, dans la musique. C'est pour ça qu'il a toujours eu des groupes où il avait un peu le but de choquer les gens et d'avoir aussi une musique très frontale, très radicale, pas nécessairement agressive dans le sens où c'était des musiques très agressives, mais ouais, un côté rentre dedans. Donc ses précédents groupes, donc il avait un groupe qui s'appelait Big Black, un groupe avec une boîte à rythme. Il a eu un groupe qui a eu une assez courte durée, qui a un nom absolument horrible, qui est Rape Man, mais qui est dans la discographie de Steve Albini, c'est parmi les choses que je préfère. L'album de Rape Man, il est fantastique. Et donc ensuite Shellac. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a un des membres de Minor Threat qui s'est retrouvé à être à la fac avec Steve Albini. Et donc il lui parle de son groupe Minor Threat, machin, et lui, Steve Albini, le hardcore, c'était pas tellement son truc, mais quand il a écouté Minor Threat, il a quand même reconnu que c'était quand même vachement bien, et ce qui fait que à leur début, Fugazi ont eu la surprise, peut-être bien un concert à Chicago, de voir débarquer Steve Albini dans leur loge, qui leur dit, putain les mecs, en fait, ce que vous faites, c'est vachement bien, quoi. Et ils étaient assez étonnés parce que c'est quelqu'un qui, quand il était dans ses fanzines, il avait la critique plutôt acerbe. Il était connu, voilà, pour écrire dans des fanzines, il était plutôt connu pour tailler les groupes en quatre. Donc quand Steve Albini te disait que ce que tu faisais c'était bien, c'était presque surprenant. Bon, après, je vous passe certains détails, comme ils avaient quand même des points de vue plutôt proches en termes de musique, et que, comme bien souvent, en fait, Steve Albini dans la vie de tous les jours était quelqu'un visiblement de vraiment très cool. Et ils sont devenus potes. Il leur a fait cette fameuse proposition. Et donc, en 1992, à ce moment-là, Fugazi a sorti 2 EP qu'on retrouve dans un disque qui s'appelle 13 Songs, qui est considéré comme leur premier album, mais qui en réalité est une compilation de leurs 2 premiers EP. Ils ont sorti en 90 un album, leur premier véritable album studio qui s'appelle Repeater, qui est un album mythique. En 91, ils sortent Steady Light of Nothing, album qu'ils enregistrent eux-mêmes et dont ils sont pas très contents du son. Sur cet album, il y a des morceaux qui sont géniaux, normal, c'est un album de Fugazi, mais ils sont pas hyper contents du son. Et justement, en 92, au moment ils sont en train de composer leur 3e album et ils ont un peu l'impression qu'ils tournent en rond. Ils ont un peu l'impression que ça marche pas. Et ils se disent, mais finalement, jusqu'ici, on n'a jamais enregistré qu'à Washington DC, toujours dans le même studio. Peut-être que ça nous ferait du bien de prendre l'air. Ils louent un minivan, ils foutent du matos dedans, ils partent avec un minivan et un break Volvo. C'est véridique, ce que je vous dis. Ils partent de Washington DC jusqu'à Chicago pour passer un week-end chez Steve Albini, qu'ils avaient évidemment, quand même, ils l'avaient prévenu au préalable. Et le plan, c'était, on vient chez toi, on passe un week-end, on change un peu les idées. On te montre nos morceaux, ce qui n'est pas du tout dans leur habitude, parce que Fugazi, ils invitaient personne à venir les voir en répète. C'était un peu une première pour eux de montrer des morceaux à quelqu'un, des morceaux qui n'étaient pas nécessairement complètement aboutis. Et donc, ouais, ils lui montrent les morceaux. Steve Albini leur dit, ouais, c'est mortel. Et le but, c'était juste enregistrer 2 morceaux, ce qui en un week-end semble un programme plutôt normal. Et au final, les sessions d'enregistrement se sont tellement bien passées qu'ils en ont enregistré une 12aine. Voilà, en un week-end. Donc ils ont bossé comme des brutes. Et parce qu'en fait, ils disent, comme ce qu'on disait précédemment, c'est que ça enregistre en prise live. Et que souvent, Steve Albini, lui, de l'autre côté, dans la cabine, de l'autre côté de la vitre, il leur disait, putain les mecs, c'était génial, faites-en un autre. Et puis à chaque fois, hop, la prise d'après, putain, c'était trop bien, encore un autre. Et puis donc, tant et si bien que je veux dire, en un week-end, ils ont enregistré un album.
Truc de fou, quoi. Mm. Et ils étaient hyper contents, aussi bien du temps qu'ils ont passé avec lui, et même, même encore maintenant, enfin, tu sais, t'écoutes des interviews récentes, ils disent c'est la meilleure session d'enregistrement qu'on ait jamais faite. Truc de malade, et surtout qu'en plus, lui, Albini, il est poussé aussi un peu dans le côté vraiment aller à fond. In Makai et Guy Picciotto le reconnaissent, ils disent bon, on n'a jamais chanté comme ça sur aucun autre enregistrement, on est vraiment à bloc, complètement dans l'urgence. Eux, à la fin du week-end, ils disent mais là on va sortir un scud, on va pulvériser tout le monde, quoi. Et ils repartent, donc ce qui est marrant. Donc Guy Picciotto, qui est un des deux guitaristes chanteurs, repart avec Brendan Canty, le batteur, à bord du break Volvo. Et le van de location, c'est In Makai, le guitariste chanteur, enfin l'autre guitariste chanteur, pareil que Joe Lally, le bassiste. Et ils sont chacun repartis avec chacun une cassette des enregistrements, quoi. Et chacun, de leur côté, donc In Makai raconte, il est avec Joe, on écoute sur la route la cassette, et puis on se dit, ouais, ça sonne pas comme on voudrait. Ce qui est normal, généralement, quand tu sors d'une session d'enregistrement, tu réécoutes ce que t'as fait, t'es souvent très critique, et t'es souvent un peu... Donc, il s'inquiète pas plus que ça. Mais malgré tout, ouais, quelques jours passent, et donc In Makai explique, ouais, qu'il téléphone à Guy Picciotto, puis ils disent, ouais... T'as écouté la cassette ? Ouais, je l'ai écouté. Et toi, tu l'as écouté ? Ouais, je l'ai écouté. Et puis en fait, ils sont super emmerdés parce que les quatre sont d'accord sur un truc, c'est qu'en fait, ils se reconnaissent pas dans cet enregistrement. Et l'enregistrement leur plaît pas. Et ils sont hyper emmerdés parce qu'ils ont passé un week-end génial avec. Puis, donc tu sais, il faut appeler Steve Albini, qui et lui dire, en fait, mec. Ça craint, quoi. Mais en fait, ils n'ont pas eu à le faire parce que Albini leur a envoyé un fax quelques jours après en leur disant, écoutez, j'ai réécouté, je sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que j'ai merdé. Et en fait, ça va pas. Okay. Et au final, Fugazi aura enregistré tous ses albums dans le même studio. Everything is my fault. What else should I be? All apologies. Allez! What else could I say? Everyone is gay. Bon, je peux pas faire mieux que ça. Là, ce que vous avez entendu, même si c'est jamais sorti sur aucun disque, ce que vous avez entendu, ouais, c'est pas complètement abouti. Je pense qu'il fallait quand même refaire un mixage derrière, etc. Mais ça a fini début des années 2000. Enfin, en gros, avec le début d'Internet, je sais pas comment ça a leaké. Je crois qu'il y a pas tous les morceaux, mais il y en a quand même une bonne partie. Et d'ailleurs, je sais même plus c'est quoi le morceau que j'avais choisi. Public Witness Program. Qui sonne, différent effectivement de la version définitive, mais néanmoins, Fugazi disent, on a appris énormément au cours de ce week-end, et aussi ils le reconnaissent, les morceaux étaient peut-être pas complètement aboutis, mais quand t'enregistres, il y a un moment t'es obligé de faire des choix. Et donc il y a certainement des idées, alors pas d'arrangement parce qu'avec Steve Albini on fait pas vraiment d'arrangement, mais en tout cas des idées de composition qui sont certainement venues de ce week-end-là, et que même pour eux ça avait été vachement important d'avoir un mec comme Albini qui écoute des morceaux dont eux savaient pas quoi penser en fait. Et d'avoir son regard extérieur à lui qui leur dit bah non les mecs, les morceaux sont super cool. Mais c'est là où je vais reboucler avec ce que je disais plus tôt, c'est que en fait ils ont un peu fait une analyse post-mortem de qu'est-ce qui a merdé en fait dans ce week-end où pourtant on s'est éclaté. Et ils se sont dit que probablement c'était ça le problème, que eux de leur côté ils ont été grisés par Albini qui leur dit putain les morceaux ils sont géniaux, et lui en fait il était super fan de Fugazi et lui était grisé par le fait il enregistrait un de ses groupes préférés et il a oublié de penser en tant que technicien. Et donc il dit que lui il en a retenu une leçon, c'est qu'il s'est dit maintenant il faut que je sois beaucoup plus froid. Il faut que je mette de côté mes émotions. Moi je suis là en tant que technicien, je suis là pour faire en sorte que ça sonne comme ce que le groupe veut délivrer. Et je suis pas là pour juste en tant que fan à écouter. Je suis pas là pour kiffer la musique. Enfin, c'est pas ses paroles à lui. C'est moi qui reformule les trucs que j'ai entendus dans différentes interviews. Mais donc ça peut expliquer. Donc je pense que quand même à la base c'est un mec qui a un humour un peu particulier. Donc je pense qu'il devait quand même à la base être un peu froid de toute manière et qu'il a pas eu de mal à se créer cette carapace.
Mais ça explique aussi peut-être pourquoi il y a des groupes qui disent ouais on enregistre avec Albini et putain le mec il pose les micros et puis il lance l'enregistrement et puis basta la pasta quoi. Parce qu'il s'est dit non en fait il faut aussi trouver la frontière. Quand il décrivait son métier, il décrivait ça comme il se décrivait comme un plombier. C'est ça. Ce qui est assez étonnant. Et ce qu'on retrouve dans la fameuse lettre qu'il a écrite à Nirvana pour avant l'enregistrement du Nutero, je crois qu'il leur dit texto que c'est comme ça que lui se perçoit. C'est marrant ce que tu dis, j'ai vu pas mal de témoignages de groupes qui ont enregistré avec Albini et qui avaient l'impression qu'Albini n'en avait rien à foutre d'eux, qui posait, justement comme tu dis, qui posait ses micros, qui faisait l'album et qui se barrait. Et quand ils écoutaient l'album, ils se rendaient compte qu'en fait, putain, ça claquait quand même pas mal, en fait, quoi. Pour reprendre les propos de l'interview de Sloy, il enregistrait 80 groupes par an. D'ailleurs, les chiffres le prouvent, je pense que oui, c'est à peu près ça, si tu fais le calcul. Et c'est sûr qu'il y a un moment, le gars, il pouvait aussi, je pense, être un peu en pilote automatique. Le gars savait comment poser des micros. Je pense qu'il suffisait qu'il écoute une fois le groupe en live pour capter, ok, c'est bon, ça sonne comme ça. Et, ok, j'ai capté ce qu'ils veulent et je vais le faire. Et puis il avait aussi ce truc-là, que pour lui un album c'est une semaine, donc il y a un podcast qui est hyper bien où d'ailleurs il y a beaucoup d'interviews de Steve Albini, c'est un podcast anglophone qui s'appelle Creative Control avec 2 K, Creative avec un K et Control avec un K aussi, et lui dans une interview croisée avec Ian MacKaye, il dit que en fait enregistrer sur un week-end pour lui c'est un truc qu'il a souvent fait pour des groupes qui n'ont pas d'argent ou pas le temps ou les deux. Et il dit ouais non il y a aucun souci de toute façon le groupe s'il les morceaux, s'ils les ont bien dans les pattes, tu fais 6 morceaux par jour et c'est bon, en 2 jours t'as un album. J'ai essayé de faire court, aussi court que ce que je pouvais faire. C'était parfait, C'était parfait, voilà. Parfait, tout simplement. Bon, Fugazi, est-ce que ça vous parle? Babar, toi, ça te parle? Oui. Oui, beaucoup. Alors, je suis pas un grand connaisseur de toute la disco. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, c'est un groupe tellement important, t'as tout dit, sur les nés des cendres de Minor Threat, comme tu l'as dit, entre autres, pas que, et un peu précurseur du post-hardcore et de l'emo-core. Pas que, c'est un groupe à part, je pense, au niveau du son, mais surtout, moi, ce que je retiens, et tu l'as dit dès le départ, c'est la connexion entre les deux n'était que évidente. Les deux, on partage une éthique do-it-yourself assez dingue, qui est assez radical et que moi je trouve ça génial dans les 2 cas. Et Fugazi, c'est un groupe que tu peux réécouter encore en boucle les albums, découvrir d'autres choses. Ils ont tellement apporté que un groupe incroyable. Et Discord, le label aussi. Oui, le label Discord. Important. Ouais, le label Discord. De Ian MacKaye aussi qui est incroyable. Groupe ultra important. Ouais. Et qui a souvent partagé la scène avec Shellac. Et d'ailleurs, je crois pas dire de conneries, le dernier concert qu'a donné Fugazi, c'était à Londres avec Shellac. Donc ça, j'aurais donné cher pour y être. Et je connais quelqu'un tu m'étonnes. Je connais quelqu'un qui y était et qui m'a souvent nargué avec ça. Cette espèce d'enfoiré. Et voilà. Et d'ailleurs, quand il me disait ça, ça me donnait envie de tuer tout le monde. Tout de suite, la transition avec le groupe d'après. Et puis là, on retourne. Alors là, exprès, je l'ai choisi en dernier, c'est Ken Mod, comme tu l'as dit. Donc Ken, qui est en acronyme en majuscule pour Kill Everyone Now. Donc au niveau du son, c'est assez direct. Et je pense qu'au niveau du son, j'ai bien fait de le mettre en dernier. Vous allez l'entendre là tout de suite. Le morceau c'est Blessed et vous allez voir, on est sur du noise rock. C'est pas grave. I was swimming in the Caribbean. Animals are eating beyond the rocks, except the little fish. Bump to me, I swear, crying to me, boy, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Pas de commentaire. Et donc là, on était au Canada avec Ken Mod avec le morceau Blessed. Donc c'est tiré de leur album Success qui est donc produit par Steve Albini. Groupe de enregistré, faut dire enregistré, sinon tu vas te faire engueuler. Bon, il est plus ce monde, mais il disait qu'il était pas producteur, il était technicien. Non, c'est vrai. Puis enregistré en effet par Steve Albini et sorti sur Season of Mist, qui est aussi un tout petit label, on pourrait le dire. Un label ultra important français de métal, mais métal dans le sens plutôt dark, des groupes assez extrêmes, on va dire, dans l'idée. Et Ken Mod, comme on l'a entendu, moi, c'est une claque autant live que sur album. C'est
on retrouve un peu le son que pouvaient avoir les groupes de Steve Albini dans l'idée, un peu les côtés précurseurs du noise rock, et surtout le côté sans concession, il n'y a pas de mélo, très rarement. Ah, là, Des fois, le chant peut... et pourtant, c'est pas si violent, si nihiliste, c'est vraiment les guitares qui apportent la batterie extrêmement lourde qui apporte tout ça. Parce que le chant, mine de rien, peut paraître un petit peu particulier parce que il peut être à la fois un peu chanté, un peu aigu, et revenir à des cris qui sont pas, il n'y a pas de cris guttural ou autre, hein, c'est vraiment sur un côté très très punk, très noise rock. Ouais, c'est presque scandé le chant. Ouais, voilà, c'est exactement. Et on est vraiment sur un mélange aussi un peu avec du sludge également, avec ce côté voilà très lancinant, très lourd, qui prend pour moi toute sa puissance en live, hein, qui est je sais pas si vous connaissiez ce groupe d'ailleurs. Ben, honnêtement, je pense que je connaissais de nom, mais je m'étais jamais penché sur eux, donc j'en profite pour te remercier. Parce que moi, alors j'ai écouté que l'album, parce que le morceau que tu as choisi, donc il est issu de l'album qui s'appelle Success et qui est... C'est leur premier, non? Ou je dis des bêtises? Ah non, du tout. Non. Ça doit être le 6e ou un truc. Ah ouais, donc je dis n'importe quoi. Et ils en ont sorti encore depuis, hein, donc pour dire à quel point. Et depuis maintenant, ils ont sorti combien d'albums? Oula, je crois 8 ou 9, je crois quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est un groupe ok. qui existe depuis 99. Ah ouais, je pensais que c'était beaucoup plus récent que ça, moi. Et maintenant, ils ont même une claviériste et saxophoniste en plus en live. Qui apporte un côté un petit peu, voilà, on pense un peu à John Zorn, forcément, voilà, qui était quand je disais par rapport à ses productions passées, qui est quelqu'un qui a fait un peu touche à tout, à la fois du jazz fusion, également des trucs un peu grindcore jazz, enfin, bref, un artiste assez fou. Bon, là, c'est pas aussi extrême avec son saxo, mais ça apporte un côté, noise rock plus saxo un peu saturé, ça donne un truc assez fou en live. Et non, c'est un groupe de live. Bibou, pardon, je t'ai pas laissé savoir dire si tu connaissais. Ah non, alors je connaissais pas du tout. J'ai beaucoup aimé, je regrette, j'ai pas eu le temps d'aller fouiller, même d'écouter Success encore, donc mais je vais prendre le temps de le faire et puis. Ah, moi j'ai écouté que cet album-là, mais moi ça m'a fait penser à Jesus Lizard, justement. Là, pour le coup, groupe beaucoup, vraiment lié à Steve Albini, parce que Steve Albini a enregistré, je vais pas dire tous leurs albums, mais en tout cas une bonne partie. Mais ouais, moi j'ai vraiment retrouvé cette filiation-là, et donc j'ai beaucoup aimé. Je suis très content, mais pour moi, c'est celui qui se rapproche le plus du son qu'on pouvait attendre de Steve Albini. Autant sur ces groupes que au niveau de la façon dont il enregistrait les groupes. Honnêtement, tout le reste de la discographie de ce groupe est vraiment excellente, hein. Vous pouvez picorer un petit peu sur chaque album. Je vais pas vous mentir en disant qu'il y a des grosses différences entre tous les albums, même si il y a une certaine évolution, hein. On est sur maintenant beaucoup plus sludge, noise rock, c'est beaucoup plus appuyé. Le groupe se permet des choses, un peu comme toujours, hein, des groupes qui prennent le temps de digérer un petit peu ce qu'ils ont fait. Et donc le fait d'avoir un saxo maintenant, mine de rien, ça apporte pas mal. Et je peux que vous conseiller de foncer. Il y a tout se trouve maintenant sur les plateformes de streaming, j'ai envie de dire maintenant assez facilement. Donc ça vaut le coup. Et en live, si vous avez l'occasion, moi je les ai vus il y a pas si longtemps, il y a quelques mois maintenant. Ils étaient passés sur Rouen et c'était d'une efficacité assez dingue. C'est les fameux concerts où même si on n'est pas fan du style, tout le monde regarde, hoche la tête et a un côté un peu entre chaque morceau. Ouais, genre c'était pas mal. Donc non, Ken Mod, c'est excellent. Et pourtant, malgré le nom, l'acronyme qui est très violent, ils sont vraiment adorables et très posés sur scène. C'est pour ça que ça m'étonne toujours. Autant il y a une énergie dingue. Je crois que Ken Mod, il me semble que c'est une référence à Black Flag. Enfin, une référence à Henry Rollins, donc les fameux, maintenant c'est le fameux Get in the Van, c'est les carnets qu'a écrit Henry Rollins sur toute la période où il est chanteur de Black Flag. C'est une lecture assez étonnante parce que c'est le Get in the Van, c'est assez sombre parce que c'est une époque où clairement Henry Rollins il va pas tellement bien et le fait d'être chanteur de Black Flag ne l'aide clairement pas et donc il me semble que ça vient de là où il dit que de temps en temps ils se mettent en Kill Everyone Now mode quand ils sont vraiment en mode tueur sur scène. Je crois que ça vient de là. Ça résume plutôt bien le côté l'énergie, surtout le chant. Le chanteur, il a une expression assez dingue dans Ken Mod. Pas autant que Henry Rollins pouvait l'être, hein, qui était lui une bête absolument dingue. C'est quelque chose à part. Mais il y a un côté, c'est très drôle entre le côté très des mimiques vraiment très. Faut le voir, hein, pour se rendre compte parce qu'il a vraiment un très droit et vraiment d'avoir une posture absolument ultra imposante. Et à côté de les voir tout tranquillou te parler entre les morceaux, puis même à côté
côté, avec un côté très sympa que moi je trouve toujours assez incroyable. Ouais, Kedmod, c'est génial, tout simplement. Bah, c'est des Canadiens. Les Canadiens sont réputés pour être sympas quand même. Et je crois qu'ils sont un peu francophones aussi. Ils sont pas québécois, mais je crois qu'ils parlent un peu français. Donc en plus, ça permet. Quand ils sont en France, c'est un peu la folie, forcément. Est-ce que on n'enchaînerait pas? Est-ce qu'on retournerait pas en Europe, mais cette fois-ci pour aller en Europe du Nord, en Écosse? En Écosse, pour parler de Mogwai. Sans doute un de mes groupes préférés. Ça fait des années que je traîne ça. Alors, malgré le fait que je ne... Il y a la deuxième partie de leur carrière dont je suis un peu moins fan parce qu'ils commencent à virer un petit peu électro. Mais la première partie est ouf. Et en fait, quand tu m'as parlé d'Albini, je savais pas du tout. Quand j'ai vu Mogwai avec le morceau My Feather Making qui avait été enregistré par Albini, j'étais complètement fou. Parce que j'adore ce morceau, parce que c'est incroyable. Vous l'étiez un peu moins parce qu'il dure 19 minutes, je sais plus combien. Oui. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'on va pas l'écouter tout de suite et qu'on l'écoutera en générique de fin. Ah oui, exact. Oui, exact. Ouais. Ah merde, j'avais pas prévu de continuer à parler. Non, c'est un morceau incroyable. Alors en fait, ils ont souvent, plus maintenant, mais ils avaient l'habitude de finir tous leurs concerts avec ce morceau-là, qui est sans doute une des meilleures expériences de toute ma vie en live, avec le mur de son que tu te prends en pleine tronche. Enfin, c'était fou, que j'avais vu à Nantes, à l'Olympique de Nantes. Je sais pas si vous connaissez cette salle, mais je sais pas si je suis déjà allé. Malheureusement, non. Très cool. Et bon, c'est un EP, un single qui est sorti en 2001. C'est le seul morceau. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? C'est long. Arrête. Il a aussi produit Albini de Godspeed, et Godspeed, c'est pas long, c'est bien. Godspeed, c'est long. J'adore ce style de musique aussi, donc là tu m'as conquis. Après Mogwai, je connaissais un peu, même si très très peu. En termes d'écoute attentive, on va dire, j'ai écouté quelques albums, mais je pourrais pas t'en citer. Donc c'est toujours un plaisir de replonger un petit peu dans ce groupe que voilà, je connais finalement trop peu. Ok. C'était trop beau. Moi, j'adore ce style. Il y a pas mal de groupes comme ça que j'ai écouté à une époque et beaucoup de concerts que j'allais voir aussi. Je pense à Year of No Light par exemple, ou même il y avait Cult of Luna qui aussi avait un peu ce style-là au début. Même si moi, Cult of Luna, c'est beaucoup plus post-hardcore, là, on est sur quelque chose de plus posé comme avec Mogwai. Et Year of No Light, pour moi, qui est un groupe qui... pas dire pareil, parce que c'est un autre style, mais j'ai eu beaucoup de chance. Je me rends compte, sur Rouen, on a beaucoup de groupes qui passaient par ici, et surtout des groupes locaux qui jouaient un peu ce style. Donc, j'étais un peu acquis d'avance, on va pas se mentir. D'accord, ouais. Et je connaissais pas ce morceau, et j'y peux rien. J'adore les albums qui se tiennent en un seul morceau comme ça. Moi, c'est des choses il y a des albums comme ça parmi mes préférés qui sont dans ce format-là. Et non, c'est trop beau. C'est Mogwai, donc ça. Je dis pas de bêtises, c'est bien instrumental ce morceau. Oui, complètement, ouais. Complètement, c'est ça. Quasiment tout Mogwai est instrumental à part 2-3. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est ça, ouais, pour être sûr. Oh non, moi je savais pas du tout que c'était lui qui l'avait enregistré, Simon Albini, et c'est un excellent album, un excellent morceau. Donc très content de l'avoir écouté. Cool, ok. Ouais, puis moi je te charriais un peu quand je disais c'est long. Plutôt oui, parce que alors j'ai jamais vu Mogwai en concert, par contre j'ai vu Godspeed du Black Emperor, je les ai vus en concert. Ah, ok. Et eux, pour le coup, ils commençaient avec un morceau qui fait 20 minutes. Donc, en même temps, quasiment tous les morceaux de Godspeed, ils font 20 minutes. Donc comme ça, c'est plié. L'album qui a été produit par Albini, ils ont 4 morceaux sur l'album, ils font tous 20 minutes et quelques. Donc, ouais. Et moi, je les ai vus à peu près à cette période-là. Et pareil, moi, Mogwai, je crois que je découvre avec le premier album. Peut-être j'ai découvert avec Commanda Young, donc le deuxième qui date de 99 et qu'après... Qui est le meilleur album, ouais. Ouais, mais ouais, je crois que c'est mon préféré, Commanda Young, même si j'aime beaucoup Mogwai Young Team. Ouais. Vraiment, il y a des morceaux dessus que j'aime vraiment énormément. Rock Action que j'ai écouté, et après Rock Action, tu vois, en fait, ma période post-rock, elle a pas duré très longtemps. Parce que tu vois, ouais, après, tout le reste, j'ai pas écouté. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Mais j'ai une période post-rock, je dois en convenir. Ah, c'est cool. Et c'est en fouillant un petit peu que j'ai capté que, en fait, Albini avait produit énormément de groupes de post-rock, genre Mono, qui est un groupe japonais. Et Chevreuil, que je connaissais pas du tout, j'ai écouté tout à l'heure, je trouve ça super cool. Ah bah Chevreuil, là pour le coup, on est plus sur le matrock. Alors j'ai vu matrock post-rock, mais en tout cas, je vais m'y intéresser. C'est Chevreuil, on est plus sur le côté matrock, duo, guitare-batterie, mortel. C'était vraiment mortel. Je me permets un petit point. Moi, j'ai 36 ans et je fais partie de la génération qui a grandi avec Rock Sound, punk rock et tout, donc les fameux magazines avec des CD, des sampleurs. Et Mogwai était très, 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 très souvent cité dans Rock Sound. Ah ouais, c'est vrai. Putain. Donc, okay.
Donc du coup, je connaissais indirectement, même si à l'époque j'étais un peu le petit punk de service entre guillemets avec ma planche de skate. Donc moi, je voulais écouter que les morceaux qui duraient 2 minutes. Donc Mogwai, à chaque fois, je passais à la piste suivante. Et donc j'ai mis beaucoup de temps avant de m'y mettre. Mais c'est vrai que c'est un nom qui, au mine de rien, m'a suivi depuis mon adolescence. C'est dommage, hein, parce que Et c'est toujours- ça marchait très bien avec les filles, Mogwai. Hein. C'est pour ça, moi, C'est comme ça que t'as suivi le Bibounette. Ah ouais, c'est ça. Moi, je fais non, moi je veux juste faire du skate et jouer au PC. Donc j'écoutais les morceaux rapides. Ok. Ouais, bah écoutez, est-ce que vous voulez rajouter des choses ou est-ce qu'au final, on a un peu fait, enfin, elle fait le tour, non, parce que c'est impossible de faire le tour. Comme je crois qu'on l'a dit en off, il y aurait moyen de faire un épisode, enfin, il y aurait moyen de faire un podcast dédié aux enregistrements faits par Steve Albini et même en sortant des épisodes hebdomadaires, je pense qu'il y aurait moyen de faire un podcast qui durerait très, 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 très longtemps. Je crois qu'on a un peu tous fait de la même manière pour choisir les morceaux. On a choisi les 3 premiers morceaux qui nous passaient par la tête. C'est ça. Et puis on s'est arrêté là parce que sinon c'est un casse-tête et un crève-cœur. Tellement moi il y a d'albums que j'adore, des albums que j'ai poncé, écouté en boucle, Ouais. en boucle, qui ont été enregistrés par Steve Albini. Parfois oui, comme des fois sans le savoir. Des fois, voilà, parce que, bon, après moi j'étais quand même plutôt du genre à apprendre par cœur les pochettes des CD et des vinyles. J'ai toujours été du genre à beaucoup lire les crédits. Ça se trouve chez vous, vous avez des disques enregistrés par Steve Albini et vous le savez même pas. Comme tu l'as dit, hein, moi j'ai découvert, en fait, j'ai juste ouvert la page Wikipédia. Qu'est-ce qu'il a produit? Je fais bon, déjà, il fallait scroller longtemps. Et du coup, j'ai vu des albums. Merde, parmi mes albums favoris, bah, littéralement, comme tu as dit, bon, je savais pour Leonco et pour Ken Mod, mais voilà, le troisième, je me dis, qu'est-ce que je choisis? Et il y avait trop de trucs. Je me suis dit, non, allez, on prend comme tu as dit, le premier truc qui passe. Tiens, Vitamin X, parfait. Mais j'aurais pu citer du F-, j'aurais pu citer du Leftover Crack. Moi, quand j'ai vu que c'était lui qui avait fait un des albums de Leftover Crack, qui est un de mes albums favoris, je fais, oh, j'étais bon, ok. Donc non, c'est sans fin et c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça qu'il va beaucoup nous manquer, je pense, malheureusement. C'est ça qui va manquer chez Steve Albini. Il y avait déjà sa musique, les disques qu'il enregistrait, plus également quand il faisait, enfin, son point de vue, son regard sur le monde de la musique, et je pense c'était important. Et c'était quand même quelqu'un d'assez singulier. Et c'est sûr que sa parole, elle va vraiment, vraiment beaucoup manquer. Pour reboucler un peu avec ce qu'on disait juste avant, moi j'ai fouillé dans mes archives de fanzines pour préparer cet épisode et je suis retombé. Alors là, c'était pas ça que je cherchais. En vrai, ce que je cherchais en fait, je cherchais des abus dangereux. Parce que je me rappelais que dans un vieux abus dangereux, j'avais une interview de Sloy. J'ai jamais retrouvé le abus dangereux, mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais deux numéros de Kérosène avec des interviews de Sloy. Et je suis retombé sur un numéro spécial du fanzine Jarnac versus Seattle. Donc Jarnac, c'est dans les coins d'Angoulême, qui est un fanzine qui était écrit par Matt Gaz, donc à l'époque batteur de 8 Cases, mais qui est aujourd'hui batteur d'un groupe peut-être un poil plus connu qui s'appelle Mars Red Sky. On parlait de Stoner et trucs, voilà. Ouais. Et donc à l'époque, donc avec son groupe 8 Cases, ils avaient enregistré un album, alors pas avec Steve Albini, mais ils avaient enregistré dans le studio de Steve Albini. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant de me replonger là-dedans. Et sauf c'est hyper marrant à lire parce que Matt Gaz écrit super bien, il écrit comme il parle et quand il parle c'est très marrant, donc quand il écrit aussi et donc ce qui est rigolo c'est que pour tuer le temps les jours qui précèdent l'enregistrement ils sont allés acheter des disques, ils ont fait les disquaires quoi, et ils se sont rendu compte que la moitié des disques qu'ils avaient achetés ils avaient été enregistrés par Steve Albini quoi, et donc tu vois déjà à l'époque il y avait ce truc là, enfin bref c'est voilà, je pense que ça c'est complètement introuvable maintenant, un Jarnac versus Seattle. Bon, ça se trouve, je peux vous en faire des PDF, j'en sais rien. Et tant qu'on y est, dans les fanzines, pour terminer cet épisode, je vais faire une petite recommandation. Je vais vous recommander un fanzine qui s'appelle Joining the Circus. Alors à la base, Joining the Circus était une émission de radio pour la radio montpelliéraine L'Écho des Garrigues, qui était également qu'on pouvait retrouver en podcast. Je crois d'ailleurs que le flux RSS de Joining the Circus, je crois que ça marche encore. Vous pouvez réécouter, il y a, je sais plus, 400 ou 500 épisodes. Donc moi qui suis un podcast qui se présente comme un fanzine audio, je trouvais ça valait le coup de faire un petit clin d'œil à mon pote Guillaume, donc de Joining the Circus, qui sort son premier fanzine et qui est super cool à lire. Fanzine avec un dossier, enfin une interview du guitariste de Sam I Am, un dossier sur le festival The Fest, le festival qui a lieu tous les ans à Gainesville en Floride, donc The Fest.
Voilà, The Fest, exactement. Truc sur Weezer et tout, puis il raconte un peu sa vie dedans, et c'est super bien écrit, c'est super agréable à lire. Je sais pas, est-ce que ça se retrouve, je sais plus si ça se retrouve sur les internets, est-ce que je peux mettre un lien dans les notes de l'épisode, je ne sais pas, mais sinon, branchez-moi, je peux vous mettre, ou même, peut-être qu'il doit avoir encore une page Facebook, Joining the Circus, enfin je regarderai. Si vous voyez quelque chose, un truc sur lequel on peut cliquer dans les notes de l'épisode, c'est que ça existe, et sinon, si ça vous intéresse, bah branchez-moi et je transmettrai. Voilà, est-ce que vous voulez rajouter des choses, mes chers babards, mes chers bibous? Moi, c'était très sympa. Je suis très content d'avoir enregistré pour la première fois directement avec vous, parce que le nombre de fois qu'on papote, qu'on rigole ensemble. Et voilà, bon, pour un sujet qui est forcément triste à la base, mais au moins c'est bien, on a pu partager des groupes et moi découvrir des groupes vraiment très cool. Et parler musique, moi ça me fait toujours plaisir. Ouais, voilà, on a parlé. Au final, c'était ça le but de l'épisode, c'était partager surtout notre passion pour la musique. Et il se trouve que y a pas mal de scuds qu'on aime bien quand enregistré par Albini. C'était dommage de pas en parler, quoi. Moi, j'ai pris plein de notes qui n'ont servi à rien. Je suis un peu dégoûté, mais écoute. Ah, bah, si tu veux, on fait un deuxième épisode. Mais non, ça va. Spécial happening. Ouais, on fait un épisode à la façon France Culture, on se vous voit. Non, et mais. Puis tu lis tes notes. En fait, je me suis mis la pression. Quand j'ai vu l'ampleur de Steve Albini sur quasiment 40 ans de carrière, j'ai fait, attends, bon, comment tu commences, qu'est-ce que tu... Ah, mais si tu veux, lis-nous tes notes, hein. Y a pas de problème, hein. Tu sais, mets tes lunettes sur le bout de ton nez, et puis lis-nous tes notes. Non, ça va aller. Ça va Il aller. a commencé avec telle marque de micro en 85. Ensuite, mais c'est vrai que c'est pas péjoratif ce que je veux dire, c'est vraiment très nerd ingé son. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment très spectaculaire, parce qu'au final, le résultat est assez unique. Donc, il laisse ça derrière lui qui est ultra important. Et c'est le style d'épisode qu'on enregistre ensemble là, qui me rappelle aussi l'importance d'un bon ingé son, parce qu'il n'y a pas que les groupes aussi, il y a quand même l'enregistrement en studio, et j'ai tendance souvent à l'oublier. Voilà, n'oublions pas ces femmes et ces hommes de l'ombre C'est ça. Font que qu'il y a des scuds qui sonnent vachement bien parce que quelqu'un a eu l'idée de mettre tel micro à telle distance, patati dans telle salle, dans tel type de pièce. Et quelqu'un qui avait aussi les couilles de dire à un groupe non, faut pas faire comme ça, faut le faire de cette façon-là. Alors que c'est pas son morceau, c'est pas son univers, c'est pas son truc, quoi. Ouais. Et c'est cool. Ah, le rôle de producteur, après il y a différents types de producteurs, et c'est vrai que voilà, pour le coup, Albini était connu pour être du genre à laisser faire, quoi. À laisser faire, mais aussi comme là, genre ce que disait donc Sloy dans leur post hommage sur Facebook, quelqu'un qui va laisser la place aussi aux erreurs, parce que c'est ça aussi qui fait qu'un morceau est cool. C'est que il y a ce côté vivant, si de temps en temps il y a un Larsen ou il y a une note qui tombe pas parfaitement juste ou pas parfaitement sur le temps, c'est ce qui fait la différence entre des humains et des robots, et c'est ce qui fait aussi qu'un morceau il va avoir une personnalité et qui va être cool, quoi. C'est ça. On va se quitter sur ces bonnes paroles et sur la musique de Mogwai. Oui, My Feather Macking, qui est sans doute le meilleur morceau de cette playlist. Enfin, moi je dis ça... Oui. En toute objectivité, bien Exactement, évidemment. Bah écoutez, merci beaucoup, c'était hyper cool. Ça s'est fait, cet épisode s'est un peu monté à l'arrache, mais je suis content qu'on ait fait ça, parce que après tout, qui sait, peut-être qu'on en fera d'autres. À vous aussi, hein, auditrices et auditeurs, de nous dire si Steve Albini c'est quelqu'un qui vous a marqué, quels morceaux vous auriez choisi. Alors sachant qu'on a le droit qu'à 3. Voilà, donc envoyez-nous vos listes de 3 morceaux. On les classera et on appellera ça Super Steve Albini Battle. Oui, voilà. Non, enfin, on arrête. Faut arrêter ça. En plus, tu l'ajoutes. Il y a peut-être un super Love Battle, super, tu vois, mais avec uniquement des albums faits par Steve Albini. Voilà, ça va être chaud. Là, tu peux faire. Ah, ça serait énorme. Ah, s'il y a quelqu'un qui a envoyé une liste comme ça, voilà, ça serait énorme. Enfin bref. Donc oui, alors pour les auditrices et les auditeurs qui n'auraient pas la ref, j'ai un autre format à côté où je parle de musique avec notre ami Draven, et où on classe les chansons d'amour, enfin les chansons avec love dans le titre, ou amour, ou libeux, enfin voilà, prenez la traduction que vous voulez. Ça marche aussi avec les verbes, les adjectifs et les adverbes. Mais oui, on classe des morceaux qui ont le mot amour dans le titre, aussi improbable que cela puisse paraître. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup Zaius, et Babar, c'était un plaisir d'enregistrer avec toi. Oui,
Moi aussi, tout partagé. Cool. Très heureux d'être enfin avec toi aussi. Et n'oubliez pas le Patreon de Dr Zaius, lâchez une petite pièce, lâchez un petit sub, un petit pouce en l'air. Oui, et puis plus sérieusement, vous retrouverez de toute manière dans les notes de l'épisode tous les liens vers les réseaux sociaux, les trucs, les bidules. C'est le moment où je dois dire, vous pouvez retrouver cet épisode sur tous les agrégateurs de podcasts, sur Spotify, sur Deezer, Alors, non, celui-là, à mon avis, il sera pas sur YouTube. Parce que le bot de dire YouTube, non. ouais. Bah, cela dit, non, en plus, c'est vrai qu'on le dit à la fin, ça n'a jamais aucun sens parce que les gens, a priori, c'est que vous nous avez trouvé, hein, si vous écoutez ça. Par contre, je me dis, peut-être un jour, je vais quand même me faire striker de Spotify ou de Deezer, je sais pas. Donc, si vous nous écoutez sur ces plateformes-là, allez quand même jeter un œil sur les notes de l'épisode et abonnez-vous au flux RSS. Là, a priori, le podcast continuera d'exister, même s'il disparaît un jour de certaines plateformes. Voilà, fallait quand même le dire. Donc, si vous avez écouté cet épisode en jouant au poker, en portant un t-shirt The Jesus Lizard, vous étiez dans le vrai. D'ici au prochain épisode, portez-vous bien, prenez soin de vous et de celles et ceux que vous aimez, et à bientôt les brutistes. Salut. Hello. Let me, my friend. Let me, again. Ouais, il faut s'arrêter à un moment. Merci beaucoup, c'était trop cool. Bah ouais, grave. Ouais, cool. Bon, je m'attendais Bon, à me je coucher à 2h du mat, mais c'est cool.